Situation désespérée au Soudan, la crise qui déclenche une guerre le 15 avril 2023 s'intensifie malgré les appels au calme. Les deux factions rivales, auteurs des coups d'État de 2021, ne s'accordent visiblement pas dans le partage du butin. Du coup, l'on observe une catastrophe humanitaire majeure, marquée par la guerre civile qui oppose les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide, entraînant au passage une famine imminente, des déplacements massifs, des violences sexuelles généralisées et bien d'autres atrocités qui suscitent l'indignation de la communauté internationale autoproclamée. Peut-on comprendre ce déchirement des Soudanais sous le regard quasi impuissant des donneurs des leçons de démocratie? Qui a intérêt à voir le Soudan se déchiqueter? S'interroge alors quelqu'un. Sur le terrain, la spirale meurtrière s'étale, notamment à El Fasher, où les combats s'intensifient. La guerre au Soudan s'étend et menace d'embraser la région, faisant planer le risque d'une extension aux pays voisins. Les agitations des organisations telles que le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire et les ONG humanitaires sur l'escalade dramatique à la fin laisse insensibles les puissances mondiales. La crise soudanaise est-elle ignorée sciemment? Par contre, le Tchad semble jouer un double rôle face à la crise du Haut-Darfour. Le pays de Mohamed Idriss Déby Itno est le principal pays d'accueil pour les réfugiés fuyant le conflit et fait face à une crise humanitaire massive nécessitant une aide internationale importante pour ses infrastructures désormais fragiles et sa population déjà vulnérable. D'autre part, malgré sa neutralité affichée et la fermeture de sa frontière aux combattants, le Tchad subit des accusations d'ingérence, notamment par les ONG qui l'accusent devant la Cour pénale internationale de faciliter le transfert d'armes vers les FSR via son territoire. Ce que N'Djamena dément fermement. Face donc à cette situation embarrassante pour le Tchad, le pays peut-il rester inerte, sans action, considéré d'ailleurs par certains comme un acteur clé, à la fois victime d'une crise humanitaire imminente et potentiellement un facilitateur indirect des belligérants? Que peut donc le Tchad dans l'assouplissement de la crise au Soudan? Toutes ces questions et bien d'autres d'ailleurs nous intéressent ce matin dans le cadre de votre débat hebdomadaire. Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue à la Palabre intellectuelle, bienvenue au débat. Madame, bonjour. Monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver ce jour même. Nous sommes le vendredi 26 décembre, l'an de grâce 2025. Nous sortons tout fraîchement de la célébration de la fête de la Nativité. On nous a dit que l'enfant Jésus est né à minuit. Effectivement, plusieurs ont célébré cela la nuit du 24 au 25 décembre. Beaucoup ont même poursuivi du 25 décembre au 26. Mais nous sommes là pour le meilleur de l'actualité. Pourquoi pas? Pour le bonheur de nos téléspectateurs qui aiment bien voir nos têtes, malgré parfois qu'elles sont très mal bâties. Merci de nous faire confiance et de rester sur Dash TV. Pour ceux qui nous regardent, nous sommes bel et bien sur le bouquet Canalsat, au numéro, je crois, 5 et 516. Vous pouvez également nous joindre via notre signal porté par Etelsat, par Amos et bien sûr via StarTime au 792. Nos réseaux sociaux sont également là pour arroser ceux qui aiment bien les plateformes. C'est la jeune Stéphanie qui s'en occupe vivement ce matin. Nous sommes sur Facebook, YouTube et bien d'autres que vous pouvez imaginer. Merci de faire confiance donc à Dash TV, le panel. Plus ou moins déjà dans ces studios 101 de la maison de production de Dash TV. Nous allons commencer par les présenter avant d'aller voir nos amis qui sont du côté d'étrangers. Où vont tout d'ailleurs les hostilités par vous? Yem le Formetio, homme politique, historien, président de l'Imara. D'ailleurs, vous êtes en
en couleur de votre parti ce matin. Bonjour. Bonjour. On va dire joyeux Noël. Bonjour, je ne célèbre pas Noël, donc je ne peux pas accepter cela. Mais joyeux Noël aux chrétiens qui ont célébré Noël. Bonjour Raoul, bonjour à mes copanélistes et bonjour à tous les téléspectateurs de Dash TV. C'est toujours un plaisir d'échanger sur des questions qui touchent l'actualité africaine, sur des questions qui touchent le continent, sur des questions qui touchent notre peuple. Alors, on imagine que vous avez passé une bonne fête de Noël, hein? La fête de la nativité, ça vous dit quelque chose? Oh bon, c'est pour les chrétiens, pour ceux qui célèbrent Noël. Je ne célèbre pas Noël, donc pour moi c'était un événement ordinaire. C'était un jour ordinaire, seulement c'était un jour ordinaire férié. Je ne célèbre pas Noël. On nous a dit, les chrétiens nous disent que Jésus est né un 24 décembre dans la nuit, et on le célèbre tous les 25 décembre. En tout cas, pour les chrétiens qui y croient, hein. Vous savez qu'il y en a qui ne croient pas. Justement, Vous faites partie de ceux qui ne croient pas? Ah, je ne crois pas en cette nativité du Christ, parce que le Christ même d'abord, le christianisme est fondé sur la religion d'Égypte pharaonique, et cette naissance n'est que la résurrection de Osiris. Donc, du moins, je ne peux pas voir, il ne peut pas voir la source, et il y a et l'eau qui vient après, je préfère ne pas aller boire à la source, je préfère aller à la source. Donc je ne célèbre pas Noël, je ne célèbre pas Noël. J'estime que c'est un mythe que des gens ont construit pour pouvoir asseoir une idéologie, et c'est de leur droit d'asseoir des idéologies, pas des mythes, pour pouvoir organiser des mécanismes de contrôle à travers la pensée. C'est de leur droit. Merci beaucoup, Yemele Fometio, d'avoir répondu présent à notre appel ce matin. Un sujet peut vous intéresser, hein? Un sujet d'entente. C'est vrai qu'on a parlé de la République centrafricaine, mais il y a des événements qui se sont développés ces derniers temps, notamment avec les frappes américaines au Nigeria. Vous avez le deuxième sommet des pays de l'AES qui s'est tenu le week-end dernier également, et qui s'est achevé d'ailleurs cette semaine, je crois que c'était mardi, avec le sommet des chefs d'État de l'AES. Et effectivement, quel est le sujet qui vous intéresse parmi les trois? Je préfère parler de l'AES. L'AES. Je préfère parler du sommet Alors, de l'AES. l'AES a donc célébré, on va dire, hein, son deuxième sommet le week-end dernier, qui s'est achevé d'ailleurs mardi avec la conférence des chefs d'État. Ces pays disent être décidés d'ailleurs à aller de l'avant. Et on a d'ailleurs cru l'entendre dans le discours du président du capitaine Ibrahim Traoré. Aucun pays ne peut empêcher ces gens-là à atteindre leurs objectifs, aller vers le développement. Et il semble être décidé. Est-ce que l'AES a les moyens de sa politique? L'AES a les moyens de sa politique. L'AES a les moyens de sa politique, parce que l'AES compte d'abord ses propres forces, parce que l'AES est un ensemble de 3 pays, et ce ne sont pas de petits pays, ce sont également de grands pays. Et ils ont également l'appui russe, qui n'est pas à négliger. D'ailleurs, si jusqu'ici la France ne les a pas encore attaqués, parce que la France ne tolère jamais en Afrique une puissance qui conteste ses intérêts. Et la France est en difficulté maintenant. Depuis Emmanuel Macron est en train de contourner l'Afrique, contourner le monde partout, parce que les États de l'AES, le Niger a privé la France d'une de ses ressources les plus importantes, l'uranium du Niger. C'est pourquoi la France est en train de souffrir. Et la France également a décidé que le Niger ne va pas exploiter cet uranium. C'est pourquoi le gouvernement nigérien est aussi en difficulté, il faut le savoir. L'AES a les moyens de sa politique, et je crois, dans le monde, il n'y a pas un peuple qu'on peut vaincre. L'AES a intérêt, les populations de l'AES, parce que si l'AES compte seulement sur son armée, l'armée peut être défaite, l'armée est souvent très facilement défaite, mais un peuple ne peut pas être défait. Il est temps que la population de l'AES actuellement se remette réellement en ordre de bataille, comprenne, parce que Ibrahim Traoré, le capitaine Traoré a parlé de quelque chose de très important. Il a parlé d'un hiver noir qui est en train d'arriver. Et cet hiver noir, ce n'est pas seulement de simples mots. Parce que quand on décide de contester un ordre établi, on doit être prêt à tout. Et la France ne le laissera pas. La France ne le laissera pas. Ibrahim Traoré sait que la France va utiliser les moyens. Dès que la France va sentir une certaine faiblesse dans l'AES, la France va frapper. Et Ibrahim Traoré le sait. Il le sait très bien. C'est pour cela qu'en parlant de l'hiver noir qui arrive, il interpelle. C'est une interpellation. Il interpelle les populations africaines. Il interpelle les populations de l'AES. Il interpelle même les États. Ceux qui sont épris de justice, ceux qui sont épris de liberté, à comprendre que
Le moment où l'AES aura le plus besoin de vous est en train d'arriver. Et ce moment va arriver. La France, actuellement, le bloc occidental a perdu en Ukraine. Et ce bloc a perdu en Ukraine. Ce bloc est en train de se redéployer ailleurs. Au Venezuela, le Venezuela est sur le pied de guerre avec les États-Unis. Actuellement, il parlait du Nigeria. Et actuellement, ils ne veulent laisser aucun État qui conteste leur autorité. Ils veulent prendre les ressources du monde. Et toute personne qui osera les empêcher sera leur ennemi. Et ils frapperont. C'est pourquoi les États de l'AES, je les conseille vivement de se mettre résolument en ordre de bataille et de préparer le peuple à cette bataille, parce que la bataille arrive. Il ne faut pas être surpris. Ibrahim Traoré l'a alors, donc, selon vous, la France ne désarme pas? La France va plutôt chercher à contre-attaquer. Il y a un auteur, c'était Frantz Fanon. Quand Lumumba est mort, Frantz Fanon a dit une phrase très importante. Il a dit, notre tort à nous, Africains, est d'avoir cru que l'impérialisme avait perdu de sa nocivité. Notre tort africain est d'avoir cru que l'impérialisme avait un visage humain. L'impérialisme recule, mais ne renonce jamais. Et c'est la vérité, la France ne va jamais renoncer. Tant que la France n'aura pas repris le contrôle de ces trois États, la France ne renoncera jamais. Et plus précisément le Niger, puisque le Niger est en train de pénaliser la France vivement. La France n'abandonnera pas. L'uranium qui n'est plus, donc la France n'a plus accès. La France n'a plus accès. Voilà, la structure Aura, qui gérait d'ailleurs cet uranium depuis très longtemps. Exactement. Et vous avez vu ce qui s'est passé au Bénin. Ce qui s'est passé au Bénin, on est en train d'accuser, l'AES. C'est l'AES qui a été derrière le coup d'État, et justement, c'est en train d'arriver. Et tout récemment encore, il y a un avion nigérian qui a été attrapé par les États de l'AES, même comme le Nigeria a demandé les excuses. Mais il n'y a pas d'acte fortuit. Quand une guerre veut commencer, elle ne commence pas directement. Elle commence par des petites attaques, excuses. Et le capitaine Ibrahim Traoré le sait pertinemment. Il sait où tous ces petits incidents sont en train d'arriver. Ces petits incidents sont en train d'arriver à une option militaire. Ça veut dire que ces peuples qui composent l'AES doivent se mettre résolument en ordre de bataille. Sur leur garde. Ils doivent se mettre sur leur garde. Et que les populations doivent davantage soutenir les leaders qui semblent les amener vers une libération totale. On parle d'une souveraineté totale de ces pays. Et parmi les trois, il y a un autre, Ibrahim Traoré, qui est en train de mesurer tout l'aspect du combat qu'il est en train de mener. Il sait que sans l'industrialisation, son peuple ne peut pas tenir. Il est en train d'engager un processus d'industrialisation de son pays. Et la France ne tolérera jamais cette guerre avec les puissances impérialistes. C'est tout simplement un rapport de force. Ou vous êtes plus fort qu'eux et vous imposez votre liberté, ou vous faiblissez et ils vous dominent. On a vu les grands leaders comme les Kwame Nkrumah, les grands leaders comme Modibo Keïta et autres. Quand ces leaders sont partis, que sont devenus leurs pays? Leurs pays sont retombés dans la domination, sont retombés dans la soumission. Maintenant, l'essentiel, le plus grand combat des États de l'AES, c'est d'empêcher que, même si les trois chefs d'État partent, que leur pays ne retombe pas dans la domination. Parce qu'actuellement, on en fait parler, la France est en train de fabriquer, la France est en train d'organiser des cellules dormantes dans ces trois États. Alors, à vous entendre, vous restez pessimiste sur la question. Le président Ouattara avait dit qu'il ne donnait pas 4 mois à ces États. Mais nous en sommes déjà à beaucoup. Et même des années. Donc, si vous restez pessimiste sur la question, ça veut dire que vous aussi. Non, je ne suis peut-être pas au panafricanisme, alors que vous avez un parti qui prône le panafricanisme. Je ne suis pas pessimiste. Mais, je dis seulement, nous allons vaincre. Les États de l'AES vont vaincre. Jusqu'à présent, les États de l'AES tiennent, c'est parce que ceux qui peuvent les attaquer savent que s'ils les attaquent, ils vont dire, comme disent souvent les Ivoiriens, ils vont trouver garçons sur leur chemin. C'est pourquoi jusqu'à présent, on hésite à les attaquer. Et ils ne sont pas aussi des États faibles. Ils ont des armées qui vont se défendre. Très bien. Ils ont dit, et Ibrahim Traoré l'a dit, ils vont se défendre. Quand ils vont être, si on les attaque, ils vont se défendre. Et quand ils ne vont pas se défendre seuls, nous serons avec eux. Les forces panafricaines seront avec eux. Très bien. Merci beaucoup, Yemele Fobetu, homme politique, historien, président de l'Imara, qui nous rejoint sur ce plateau. Allons maintenant à Riyad, en Arabie Saoudite. Nous voyons très bien un repérage. Notre ami docteur Bopa, docteur Karim Aboubakar Bopa, il faut dire, il est universitaire, géopoliticien, et il est là depuis l'Arabie Saoudite à Riyad. Mon cher, bonjour. Bonjour, mon cher Raoul. Bonjour à tous les co-panélistes. C'est toujours un plaisir d'être
en votre compagnie. Je profite de l'occasion pour saluer tous les chrétiens qui célèbrent la fête de Noël. Alors, j'allais effectivement évoquer cette fête de nativité. Je crois que par solidarité, vous l'avez célébrée avec les chrétiens. Bien sûr, bien sûr. Avant d'être religion, on est avant tout des êtres humains. On est dans des familles où il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Bref, c'est la fête et on est on est en solidarité avec tout ce qui est fait. C'est normal. Il y a un musulman qui m'a dit, mon cher Karim Aboubakar Mopa, il y a un musulman qui m'a dit, tu sais, mon cher Raoul, dans vos nourritures là, nous ne mangeons que du poisson. Alors je lui demande pourquoi c'est du poisson, justement, parce que nous avons du poulet, nous avons tout ça, nous avons de la viande et tout. Pourquoi vous choisissez seulement le poisson? Il me dit que non, parce que le poisson, lui, n'a aucun souci avec le musulman. Mais le poulet, lui, il a un souci parce qu'il ne sait pas quel type de poulet nous avons préparé. Est-ce qu'on a arrangé ce poulet-là? Même la viande de bœuf, il ne sait pas si effectivement la viande de bœuf que nous avons achetée est une viande égorgée. Et du coup, ça nous embarrasse un peu de les inviter très souvent chez nous. On leur dit, OK, il y a du poisson pour vous. Venez prendre. Est-ce que ça reste dans les dogmes ou bien c'est une affaire réelle? Ça rentre dans ce qu'on appelle les courants religieux. Contrairement à ce qu'on croit, l'islam n'est pas une religion un peu comme le catholicisme, un peu comme le christianisme, notamment le catholicisme. L'islam a des courants religieux, il y a les sunnites, il y a les chiites, il y a beaucoup d'autres courants. Il y a les salafistes, il y a les wahhabites, il y a les fondamentalistes de façon globale. Bon, il y en a qui disent ce que vous avancez là. Bon, mais ça, c'est ce que vous parlez, c'est ce qu'on appelle du halal, c'est-à-dire une viande pure, pour faire court, pour ne pas entrer dans les détails, c'est ce qu'on appelle une viande pure. Mais moi, je privilégie la relation humaine, Raoul. Je privilégie la relation humaine. Tout à fait. Il ne faut pas vous embarrasser d'inviter, hein. On est avant tout des frères, et puis si quelqu'un arrive et puis il ne veut pas manger, vous n'allez pas le forcer à manger. C'est ça aussi. Alors, il y a des chrétiens. Y a-t-il des chrétiens à Riyad? Vous avez vu quand même des mouvements dans les rues? Des gens qui célébraient quand même la nativité? Non, c'est un pays foncièrement, je dis bien foncièrement musulman. Dans ces textes, c'est l'islam. Mais l'Arabie Saoudite tolère les religions monothéistes. Mais l'Arabie Saoudite ne tolère pas les religions polythéistes. Donc dire qu'on a vu des chrétiens dans les rues, non, ce n'est pas encore ça. Alors, bien que le prince est dans une optique d'ouverture. Docteur Karim Aboubakar Mopa, j'ai 3 sujets au choix, 3 sujets d'entrée. La RCA, dont les élections sont projetées pour, je crois, demain, le 27. Le 27, c'est dimanche, hein. Le dimanche, non, demain. Non, c'est le 28. Le 27 décembre. Et vous avez le Nigeria, où on apprend d'ailleurs que le pays subit déjà la première frappe de Trump. Et puis, l'AES, quel est le sujet qui vous intéresse? Je préfère parler de la RCA. Alors, l'AES, vous êtes dans l'optique de notre ami Yemele Fomotio qui demande au pays de l'AES de garder leur vigilance parce que la France va finir par frapper. Évidemment, il a dit à juste titre, hein, l'impérialisme ne renonce jamais. Les impérialistes ne renoncent jamais. Mais moi, je vais mettre beaucoup plus l'accent sur l'économie, sur l'aspect économique. Vous voyez tout ce qui se passe au Mali avec les blocus du pétrole et autres. Raoul, c'est une guerre, c'est une véritable guerre. Ceux qui sont naïfs, ceux qui ne veulent pas croire sont naïfs. C'est une véritable guerre. Et c'est des gens qui ont compris que, à défaut de venir frontalement, en utilisant des armes et autres, surtout qu'ils ont la France notamment a eu à retirer ses troupes, les impérialistes utilisent l'arme économique. Et cette arme-là fait le plus mal. Il y a 2 armes que les impérialistes utilisent. L'arme économique et l'arme des adversaires, des supposés opposants. Je vais commencer par l'arme économique. L'arme économique, c'est tout faire pour empêcher justement que la population n'accède aux produits de base. Et pour ne pas accéder aux produits de base, il faut couper les ravitaillements.
on l'a vu avec le carburant il fut un temps là, le carburant manquait à Niamey, à Bamako, oui, au Mali. Ça va se poursuivre au Burkina Faso et au Niger, d'autant plus que ces pays sont enclavés. Donc, pour qu'ils aient accès au carburant, il faut que ça passe par des pays contrôlés par la CEDEAO, c'est-à-dire les supplétifs de la France, des impérialistes. Je préfère utiliser le mot impérialiste parce que la France n'est pas seule, mais c'est surtout la France. Et il a dit quelque chose de pertinent, mon cher Yemele, c'est que ces gens-là ne vont pas abandonner. Donc, l'âme économique, le fait qu'il n'y ait pas de carburant, ou alors que le ravitaillement en carburant soit interrompu, ça va faire flamber les prix des denrées alimentaires. Et fatalement, les populations vont se fâcher et, si possible, le plan c'est quoi? C'est qu'il y ait des révoltes, c'est que ces populations se révoltent. Et c'est très difficile de contenir les révoltes, Raoul. Maintenant, la carte de l'opposition, c'est quoi? Il faut chercher tous ces gens-là qui ne sont pas en odeur de sainteté avec les présidents en place, les dirigeants actuels. On l'a vu au Mali, c'est l'imam Diko qu'on a eu à retourner. Et pour moi, c'est une honte, parce que pour un imam, l'imam doit plaider pour le bien-être des populations. Lui, on est en train de le retourner, parce qu'il avait une assise populaire importante lorsque les pays de l'AES sont arrivés. Malheureusement, on est en train de le retourner. Et lui aussi, il s'oppose à la gestion, à la gouvernance de Assimi Goïta. Et c'est vraiment très malheureux. Pour quelques billets et pour quelques postures à l'international, parce que ses enfants sont partis et tous ses proches sont partis, notamment en France, ça il faut le dire. Il est prêt à être de mèche avec ces impérialistes. Moi, ça me désole énormément. Au Burkina Faso, ce sont les anciens du régime comparé. Ce sont les proches du régime comparé qu'on est en train de vouloir manipuler, et on leur promet le retour aux affaires. Au pays pour prendre le pouvoir. C'est-à-dire, il faut le dire. Il y a un mauvais jeu, il y a un jeu malsain qui se passe. Au Niger, c'est pareil. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas que les pays de l'AES pensent que leur travail est achevé. Non, c'est un travail de longue haleine. Il faut qu'ils soient très, 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 très vigilants. Il a dit quelque chose de pertinent tout à l'heure, que le coup d'État au Bénin a été imputé au pays de l'AES. Ils ont été accusés, à tort ou à raison, mais moi je pense que c'est à tort. Parce que vraiment, toute l'Afrique de l'Ouest est dans cette tendance-là à vouloir rejeter l'impérialisme occidental. Donc dire que ce sont les pays de l'Ouest qui sont derrière ce coup d'État, à mon avis, c'est pas vrai. Maintenant, ce qu'il est très important de faire, c'est d'être vigilant. Sortez pas là, je vous en prie, sortez pas là. Sortez pas là. Oui, il faut que ces pays soient vraiment vigilants. Et je suis ravi parce que pour cette réunion leur a permis de mettre sur pied les éléments qui vont leur permettre d'être véritablement unis, notamment cette fameuse banque et le groupe médiatique de l'AES. Il y a une télé AES qu'on va lancer. Ça va permettre justement de sensibiliser les populations, de ne pas les laisser influencer par les médias étrangers. Donc, à mon avis, Raoul, l'AES a de beaux jours devant elle, mais l'AES n'est pas à l'abri d'un retour de manivelle de la part des impérialistes européens, notamment français. Très bien. Merci beaucoup, docteur Karim Aboubakar Bopar, universitaire géopoliticien. On rappelle quand même que l'AES en a profité pour lancer aussi les activités de leur armée commune, hein, qui a été véritablement mise sur pied, et que ces trois chefs d'État de l'AES veulent absolument démontrer autre chose. Merci à vous. Le troisième invité pour prendre part à cette émission est bel et bien dans ce studio 101 de la maison de production d'HTV, Dr Nyamsi Poudi. Dr Nyamsi Poudi est universitaire, homme politique, nous rejoint également ce matin. Docteur, bonjour. Bonjour Raoul.
Alors, je vois des yeux qui se ferment tout doucement. Vous avez été en plein fouet dans cette célébration de la nativité. Ah ben non. Vous êtes un chrétien par excellence, il faut le dire. Je suis d'obédience catholique romaine. Donc pour moi, la Vous fête... qui prenez d'ailleurs la naissance du Jésus-Fils, le Fils Jésus, un 24 décembre dans la nuit, et puis il est né, et puis on a dit Ave Maria. Et puis effectivement, on a célébré tout cela. Et on nous dira même que d'ici quelques jours, il sera en train de partir. Alors, dites-nous un peu, la nativité, vous y croyez véritablement? C'est un mystère. C'est un mystère qui a été enseigné comme un dogme lorsque nous étions dans nos collèges catholiques. Vous savez, je suis jésuite. Quand je pars du Cameroun pour Sébikotane au Sénégal, je reste très jésuite, ayant fait un tour chez les pères maristes. Donc l'heure n'est plus à débattre sur mon appartenance. Et vous allez voir que j'ai une déclinaison un tout petit peu judaïste. Parce qu'à un certain moment, il faut connaître le courant de la pensée universelle dans le Christ. Et ce courant débouche inéluctablement vers ce qu'on aurait à avoir, la recherche du perfectionnement moral. Dans cette recherche du perfectionnement moral, on essaie de dissocier le dogme à la philosophie pour arriver au comportement de la vie en société. Alors lorsque vous aviez fait ce genre de discernement, vous êtes sûr que vous êtes un citoyen accompli. Alors curieusement, le mouvement chrétien quand même s'est fractionné. Hein. Vous avez des gens qui vous diront qu'ils sont des chrétiens, mais ils sont sur d'autres... Ils préfèrent d'autres ordres. Hein. Ils ne vous parlent pas de Jésus-Christ. Non, vous savez, en 1215, lorsqu'on prend le schisme religieux dans le monde, c'est la séparation de l'église catholique roumaine à l'église d'Orient. Alors, elle est dans ce qu'on appelle une ouverture de la religion. Il y a eu beaucoup de courants de pensée qui sont arrivés, le calvinisme, le protestantisme, et d'autres courants de pensée, ce que vous appelez aujourd'hui les réveillés. Alors, mais nous voulons tout simplement... L'église dit du réveil spirituel, par exemple. Voilà, nous voulons le tout dernier courant qui naît avec une puissance exponentielle, on ne le maîtrise plus. Hein. Vous saviez, c'est pourquoi j'interpelle toujours, et j'ai lu la circulaire du ministre Atanganji sur ce genre d'église qui naissent dans des quartiers. Si c'est pour apaiser les cœurs opprimés, apaiser les amours brisés, et à redonner ce qu'on aurait appelé, redonner le blason d'une vie sur terre, bon... Ils ont ce qu'on appelle le pansement cervical pour pouvoir continuer à vivre sur terre. Mais, toute proportion gardée, je pense que si c'est le Seigneur et s'il y a un homme omniscient, omnipotent qui vit là-haut, faisons tout simplement ce que Descartes a appelé le bon sens et la chose la mieux partagée. Alors, vous avez dit tout à l'heure, ces églises qui naissent dans des quartiers, pourtant, semblent faire différent et être appréciées par des chercheurs des miracles. Par des chercheurs des miracles. Parce qu'effectivement, vous trouverez là, on va vous dire, prends ton miracle. Tu vas trouver ton mari, ton blanc. Il paraît que toutes les femmes noires rêvent maintenant d'avoir des blancs comme épouse. Bon, tu auras ton blanc. Tu auras, je te vois en train de voyager. Bref, des messages prophétiques de ce type qui font rêver des chrétiens au point où beaucoup admirent bien ces églises. Comment vous allez nous dire le contraire, docteur Nyapsi, sur ce plateau? Vous savez... il y a quand même de l'action et de l'activité. Oh, il n'y a pas d'action. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les bonnets menteurs de la supercherie pour avoir la surenchère de dire qu'on est prophète. Vous saviez, nous sommes catholiques et nous sommes des bandous. Lorsque ça ne va pas dans le catholicisme, nous rentrons au village. Ça ne veut pas dire que ce qui est au village n'est pas bon. Ça ne veut pas dire que le catholicisme est super bon. Nous sommes ce que Sédou Badian avait dit. Lorsque je suis avec les Dialobés, je fais la volonté des Dialobés. Lorsque je rentre vers les pères, je fais la volonté de mes pères. Un morceau de bois sec ne sera jamais un caïman. Donc nous sommes tous des Camerounais. Nous savions que nous avions nos villages et nos traditions. Nous avions ce qu'on appelle le pion du peuple, l'église, qu'on nous a mis pour suivre. Maintenant, je pense que toute proportion gardée, il serait malveillant que je reconnaisse X ou Y d'être meilleur. Mais le chemin que j'ai appris dès l'âge de ma naissance, c'est le christianisme. Je crois qu'on a béni aussi les chrétiens croyants qui nous regardent ce matin sont également bénis parce que nous en profitons aussi pour parler, encore que nous sortons d'une célébration de la nativité qui se poursuit même dans certains domiciles. Je vois d'ailleurs mon ami Yebeledu également semble être emporté par cette célébration. Tout le monde allait fatigué dans ces studios 101, la maison de production de d'HTV, sauf notre ami docteur Karim Aboubakar Bopa, qui lui a gardé tous ses sens, parce qu'effectivement, il n'a rien à foutre avec cette célébration de la nativité. Alors, nous avons 3 sujets au choix. La RSCA, l'ODG et l'AES. Vous choisirez quel sujet, docteur Nyapsi? Je préfère parler de ce pays de la CEMAC, frontalier à nous, et avec qui nous avions vécu beaucoup, ce que je vais dire, de
problème diplomatique à un certain moment parce que nous avions accueilli beaucoup de nos frères centrafricains au Cameroun. Voyez-vous, c'est un pays qui a été émaillé de beaucoup de coups d'État. Pratiquement 5 coups d'État depuis l'indépendance de ce pays. Bien compté. Et tous ces coups d'État nous ont forgé à savoir que c'est un peuple frère. D'ailleurs, nous partageons beaucoup de choses au niveau de notre frontière de l'Est et de la Damawa avec eux. Donc ne pas parler d'eux dans cette heure de grande écoute, c'est comme si les frères ne sont pas à la mamelle nourricière du Cameroun. Voyez-vous, quand je parle de la RCA, c'est un rendez-vous qui arrive là le 27 décembre. C'est un rendez-vous, la RCA doit rentrer dans l'histoire de sa vie politique. Depuis David Dago à Kolimba, en passant par Bozizé, pour arriver à Touadéra. Vous allez vous rendre compte que même Ange-Félix Patassé qui est passé au Cameroun, tous ces présidents sont arrivés après des coups d'État. Il y a un qui est décédé au Cameroun. Voilà, tous sont arrivés après des coups d'État. Et lorsque je le dis et je l'indique, pour avoir fait ce pays, à l'époque où le père Joseph Fofé était ambassadeur du Cameroun en Centrafrique, lorsque nous y allions pour nos missions diplomatiques, il faut comprendre ce que c'est que la Centrafrique. C'est un pays à un tout moment, lorsqu'il y a un ras-de-bol, il y a toujours des sorties en armes. C'est un peuple qui aime la paix. C'est un peuple épris de bon sens. Mais c'est un peuple très courageux. Pourquoi je dis que c'est un peuple courageux? Je le dis pour le simple fait que chez eux, il n'y a pas laissé libre cours à ce que j'aurais appelé une gabegie ou ce que j'aurais appelé un manque de démocratie. Directement, ils sortent avec les armes et essaient de résoudre le problème. Est-ce que cela est bien? Est-ce que cela est mauvais? Mais nous avons souvenance que depuis l'empereur Bokassa, c'est la France qui tient les rênes et la France joue un très très mauvais jeu. Ces Français ont qualifié le Centrafrique comme étant des comptoirs coloniaux à une période donnée. C'est ce qu'ils aiment bien parler quand ils parlent à Centrafrique. Ils parlent en ces termes. Oui, vous savez que la Centrafrique a eu des Berberati Azoué, des bases militaires françaises, qui y sont implantées et y sont restées. Alors, pour quel but? Tout simplement pour la richesse de ce pays. Voyez-vous, la Centrafrique doit redorer son blason le 27 décembre 2005. C'est la vraie chance et l'unique chance pour ce pays de dépasser la logique de survie et pour entrer dans ce que je rappelle une logique de gouvernance démocratique avec le président Touadéra, qui s'est inspiré de ce que j'aurais appelé les clichés d'un mendiant de la paix et qui vient au Cameroun régulièrement pour prendre à la source l'exemplarité d'une démocratie à la camerounaise. C'est pourquoi vous verrez que depuis qu'il est au pouvoir, il a déjoué certains coups d'État. Il a demandé au Baya, c'est le cas, de revenir sur la table des négociations et de venir discuter pour qu'en fait le Cameroun ait un exemple pour lui. Vous savez, Madame Penza, qui a assuré la transition pour l'arrivée de Touadéra, dans son discours, avait bien dit, en Afrique centrale, et lorsque nous voyons nos voisins, inspirons-nous de ce que nos voisins font de mieux. Donc pour moi, parler de la République centrafricaine aujourd'hui m'amène à vous faire comprendre qu'il y a 5 défis majeurs à relever dans cette crise. Bien que les Français sont toujours ces épines ou ce caillou dans la chaussure, il faut tout simplement constater que il y a un défi de logistique et sécuritaire. C'est-à-dire quoi? Pendant l'élection, la Centrafrique doit mettre les bouchées doubles pour qu'il y ait élection même dans les zones les plus reculées. C'est-à-dire, même si on est à Bangui, on doit pouvoir joindre Berberati, on doit pouvoir joindre d'autres villes pour qu'il y ait véritablement élection pour ce pays qui a environ 5 millions d'habitants. Et sans compter que les Centrafricains de l'extérieur, ceux que nous accueillons bien évidemment à Douala, doivent voter. C'est le premier défi. Redorer le blason politique pour une gouvernance démocratique à la centrafricaine, avec les Centrafricains, sans ingérence étrangère, et que la communauté internationale vient observer. Tout à fait. Le deuxième défi majeur, c'est l'opportunité de réconciliation nationale. Ça fait pratiquement 10 ans que les Centrafricains ne sont pas réconciliés entre eux, entre les frères. Ceux qui avaient fui la Centrafrique venus au Cameroun, ceux qui se sont réfugiés de l'autre côté du Congo ou du Tchad. La Centrafrique a besoin d'avoir une réconciliation nationale entre tous ses enfants. Et c'est le chantier normatif de M. Touadéra. Vous saviez que les Camerounais y vivent très longtemps aussi.
Les Camerounais, ils sont très nombreux et nous avons les échos en faveur de ce président-là qui peut remplir à un second mandat. Le troisième test, c'est le test de légitimité. Est-ce que Touadéra est-il le président légitime? Est-il l'homme de la situation? Parce qu'à un certain moment, il a été taxé de quelqu'un qui va jouer avec les Russes et revient jouer avec les Français. Je pense que Touadéra fait le juste milieu. À un certain moment, Touadéra va au BRICS. Il pose ses jalons. Il dit, je veux sortir la Centrafrique de l'ornière de l'obscurantisme. Je veux que Bangui devienne ce qu'on appelle la ville coquette. Qu'elle a toujours été, qu'elle sera et qu'elle deviendra. Donc le président Touadéra est à la recherche d'un test de légitimité. C'est pourquoi ces élections sont ouvertes ce 27 décembre, pour que les Centrafricains se regardent face à face et qu'ils puissent, après leur réconciliation, faire quelque chose de bien, voter utile. Le quatrième... Là, vous sortez pas là, docteur. Je vais aller rapidement. C'est le pilier du processus de paix. Est-ce qu'il faut mettre la paix en Centrafrique? Parce que quand la République centrafricaine n'est pas en paix, le Cameroun bouge. Le Congo. Le Tchad même n'est pas tranquille. Le Tchad même n'est pas tranquille. Alors, il faut à tout prix le pilier du processus de paix. Et s'il y a la paix en Centrafrique, je sortirai par le signal fort qu'on enverra à la communauté internationale. Le signal fort sera que les Centrafricains peuvent résoudre leurs problèmes entre eux sans l'apport de cette communauté qui parfois est au solde du feu. Et parfois au solde de ce que j'aurais appelé les micmacs à la recherche du sous-sol centrafricain. Très bien. Le pays va donc amorcer une autre élection demain. Vous pensez que cette élection pourra redessiner la carte politique du Centrafrique ou tout simplement, cette élection apportera davantage de la légitimité au président Touadéra, qui depuis un moment fait quand même preuve de beaucoup de démocratie. Oui. Même s'il est le meilleur élève des Camerounais après avoir fait sauter le verrou à cette élection présidentielle qui peut être désormais à vie. J'imagine que c'est la bonne leçon qu'il a retenue du Cameroun. Bon, ben, il y en a peut-être d'autres. Oui, vous saviez, c'est un président qui a amorcé le pas le plus galant à la BIAC, la Banque d'État de l'Afrique centrale, en demandant que la présidence soit tournante. C'est ce président qui a érigé un ministre camerounais comme le meilleur visionnaire des finances en Afrique subsaharienne. Pour ne pas le citer, vous connaissez le ministre des Finances du Cameroun, M. Moutazi. Il a été honoré par ce grand président et par ses pairs au niveau de la CIMAC. C'est ce président Touadéra dont je continue à dire qu'il est dans un test de légitimité. Parce que c'est lui qui a fait comprendre que les quotas au niveau de la BIAC doivent être des quotas de réciprocité. Vous saviez qu'avant, le siège étant basé au Cameroun, c'est les Gabonais qui étaient uniquement là. Et il a été suivi par la Guinée équatoriale qui a aussi revendiqué certains postes pour le jeu d'équilibre au sein de la BIAC. Donc quand vous voyez les velléités d'un tel homme, n'oubliez pas que c'est un universitaire. C'est quelqu'un qui a fait ses classes, il est venu au Cameroun à regarder. J'ai pour simple souvenance, nous sommes en 2014, nous allons à une mission de l'Agence universelle à la francophonie en Centrafrique. Le président Touadéra tenait encore de la craie. Pas plus tard qu'il y a de cela 4 ans, nul n'avait été la restriction d'une constitution demandant à beaucoup de Centrafricains. Touadéra serait capable de rentrer en amphithéâtre pour dispenser toujours ses cours. Parce que pour lui dit, il doit donner à la Centrafrique ce que la Centrafrique... C'est un enseignant de mathématiques. Voilà. Vous devez donc comprendre. Vous devez comprendre que il est dans les calculs. Si gouverner, c'est prévoir, et diriger un pays, c'est aller selon les plans qu'on doit se fixer pour un objectif, nous sommes encore à Noël. Tout à fait. Il y a ce petit chat qui est dans votre gorge qui vous dit... Voilà. Mais il va s'en aller, ce chat-là. Il va s'en aller. Si les Centrafricains me regardent et savent que je suis en train de faire de la réelle politique de leur pays. Je salue comme ça au passage chez le Sika Benzville, de la Kwanga, de Mbigné et Sika Relais. Ils vont se reconnaître, monsieur, et sans oublier celui qui nous met 5. Vous connaissez bien Baïboum, qui est d'ailleurs une zone frontalière avec la République centrafricaine, le Tchad. Ces gens qui nous regardent d'ailleurs tous les matins, on en profite aussi pour leur dire bonjour. Je salue d'ailleurs le proviseur de ce grand lycée qui a accueilli beaucoup de Camerounais l'année dernière à la recherche du bac centrafricain. Maintenant, nous allons accueillir notre ami. Merci beaucoup, Dr Nyamsi Podi, universitaire en politique. Le quatrième invité d'ailleurs sur ce plateau est bel et bien là. Notre ami Désiré Médigui, analyste politique, homme politique, observateur d'ailleurs de la scène internationale lui aussi. Et avec nous ce matin. Monsieur Médigui, bonjour. Oui, bonjour Raoul, bonjour à mes copanélistes.
Bonjour aux téléspectateurs qui prennent leur temps pour nous regarder ce matin. Mais vous avez vraiment l'air très fatigué. Vous avez pris quelques verres de whisky hier? Oui, Raoul, il paraît que la célébration, qui a eu célébration des enfants, a été reprise par les adultes et désormais, on nous a dit que la fête de Noël, dont on pensait qu'elle était pour les enfants, ce sont plutôt les adultes qui font cette fête-là maintenant. Oui, et Raoul, il faut l'avouer, c'est les parents qui font la fête pour les enfants. Donc du coup, on va tout acheter aux enfants, on va leur acheter des vêtements, des habits, mais on ne peut pas quand même oublier un vin qu'on peut quand même mettre dans son bar de temps en temps, le siroter. Voilà, donc c'est normal que nous fassions, nous soyons de la fête de temps en temps. Vous êtes dans la logique de la nativité, telle que les autres en pensent? Oui, justement, je ne peux pas le nier ici. Moi, je suis un chrétien catholique. C'est vrai qu'à un certain moment, j'ai essayé de composer aussi avec certaines églises de réveil. C'est-à-dire que, puisque... Ils vous ont tellement présenté de bonheur en face? Je dois vous dire que nous sommes dans une société où parler de ces églises de manière un peu galvaudée, c'est ne pas comprendre en réalité la société camerounaise. Je crois que le docteur Nyamsi a évoqué ce pan-là. Le contexte africain et surtout camerounais, vous savez, nous n'avons pas assez de psychologues dans notre société. Vous voyez, et ces gens-là, par moment, jouent ce rôle. C'est-à-dire qu'ils jouent ce rôle de psychologue. Vous allez donc constater que ce soit ceux qui perdent leurs emplois, que ce soit ceux qui ne trouvent vraiment pas d'emploi, que ce soit ceux qui ont perdu, qui ont eu des divorces au forceps, pour la plupart, c'est là-bas leur point de refuge. Ce qui fait qu'à ce moment, dire que ces gens n'ont pas leur place dans notre société, c'est n'avoir pas fait réellement le top sur notre société. Alors, maintenant, nous avons trois sujets. Monsieur Benegui, quel est le sujet qui vous intéresse là-bas? Ah ouais, mais sans hésiter, c'est la Centrafrique, parce qu'il faut le dire. La Centrafrique, c'est le pays, c'est un pays voisin à nous. C'est un pays avec qui nous partageons beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul Camerounais qui n'a pas vu un Centrafricain dans son environnement. Donc, dire que la Centrafrique aujourd'hui est en train de vouloir se relever de ses décombres, c'est ce que nous attendons tous et ce que nous leur souhaitons. Alors, ça veut dire donc que ce pays quand même inspire les lendemains meilleurs au regard quand même de la régularité que nous avons dans l'organisation des élections de façon régulière, la sécurité qui semble revenir peu à peu, même si de temps en temps il y a des petites attaques sporadiques dans des zones un peu éloignées, on peut quand même penser que c'est un pays qui est dans la bonne voie. Ouais, ben justement, t'as dit que parlant des attaques sporadiques, même au Cameroun, ça ne manque pas, ça vous le savez. Donc, je crois que la Centrafrique est sur la bonne voie. Et depuis pratiquement 10 ans aujourd'hui, les Centrafricains se battent normalement à se remettre sur les rails. Donc, nous autres qui sommes leurs voisins, nous devons les accompagner sur la lancée. Voilà pourquoi je suis tellement content aujourd'hui de savoir que les Centrafricains vont aller voter le prochain président dans 2 jours, c'est-à-dire le 28 décembre. J'ai regardé un documentaire sur la Centrafrique l'autre jour qui m'a fait un peu froid au dos. C'est-à-dire que une ONG parlait d'un taux de chômage des jeunes de plus de 82%. Vous comprenez donc que le tout n'est pas de voter un président de la République, c'est de voter un président de la République qui va trouver des solutions pour son peuple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne dis pas que Touadéra ne fait rien. C'est-à-dire qu'il fait, encore que Touadéra, lorsqu'il arrive au pouvoir, après quand même Catherine Samba-Panza, qui, elle, a joué une transition. Voilà, Touadéra a trouvé un pays qui était en lambeaux. Il fallait déjà, tout au moins, essayer de faire une espèce de réconciliation, mettre les Centrafricains sur la voie normalement de la démocratie, de la cohésion. C'est-à-dire qu'au niveau des... Même si cela n'est pas parfait aujourd'hui, mais voilà. Je crois quand même qu'au jour d'aujourd'hui, les Centrafricains sont en train de penser à autre chose. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui essayer de bâtir le pays pour que ceux qui y sont, qu'ils le trouvent les lendemains meilleurs. C'est pour cela que nous souhaitons que les Centrafricains, c'est eux les Centrafricains, c'est pas nous, qui iront voter leur président et selon leurs critères et leurs choix. Donc nous aujourd'hui, nous pouvons peut-être avoir un penchant pour Touadéra qui a, je crois, beaucoup de respect pour le Cameroun et qui aime véritablement le Cameroun. Mais maintenant, c'est les Centrafricains qui savent si Touadéra
pour le mandat qu'il a déjà effectué, normalement a pu faire ce qu'ils attendaient, ou alors si quelqu'un d'autre peut continuer avec cette œuvre. C'est pour cela que nous demandons aux Centrafricains de trouver véritablement celui qui est capable normalement de gérer leurs aspirations. Donc, et c'est pour 2 jours, c'est-à-dire que d'ici 2 jours, ils vont aller aux urnes. Et nous souhaitons, c'est-à-dire que cette élection soit une élection, je dirais, libre et transparente. Surtout qu'on nous a fait savoir qu'elle sera couverte entièrement par l'ONU. Si l'ONU peut vraiment couvrir une élection et qu'il ne soit pas en train d'inféoder pour essayer de mettre, je sais pas, une partie en lumière. Donc voilà tout ce que nous pouvons souhaiter au Centrafrique. Nous rappelons quand même que le Centrafrique va faire face aux élections le 27 décembre prochain, donc dès demain. La campagne bat son plein et devrait s'achever probablement à minuit. Les Centrafricains seront donc face à leur destin. Et il faut rappeler quand même ce pays qui a beaucoup souffert et dont la souffrance n'est pas totalement finie. Essaye quand même de revoir un peu de la bonne lueur. Ce pays voit tout de même la lumière arriver progressivement. Et il faut dire, on aurait pu avoir ce matin notre ami Kouyat Belé, un des ministres centrafricains, qui devrait faire un tour dans ses studios 101 de la maison de production, mais il n'a pas effectué le voyage pour le Cameroun. Il m'a dit très tôt le matin qu'il était d'ailleurs en plein fouet d'une campagne électorale dont le président Touadéra lui avait officiellement dédié des rênes. Donc, son programme a dû changer à la dernière minute. Nous souhaitons beaucoup de chance à nos amis centrafricains, pourquoi pas, et à ce peuple que nous aimons tant, que nous avons visité avec beaucoup de plaisir et que nous souhaiterons encore visiter, pourquoi pas. Alors, nous passons à l'essentiel maintenant. Nous avons fait le tour des sujets qui nous intéressaient. En tout cas, on a voulu avoir également notre ami docteur Irénée Gilnième. Pour l'instant, les écrans de repérage ne me le montrent pas. Depuis la Guadeloupe, il n'est certainement pas encore positionné. On aura peut-être la chance de l'avoir également dans cette émission. La thématique de ce jour, en tout cas le plan de résistance. Crise au Soudan, le Tchad peut-il rester inactif? Ça sur le plan de résistance d'ailleurs ce matin. Docteur Karim Aboubacar Bopa, vous êtes géopoliticien. Je préfère débuter avec vous sur cette question. Le Soudan, depuis le 15 avril 2023, est dans une guerre formidable qui oppose pourtant les 2 généraux qui ont chassé Omar el-Béchir au pouvoir en 2021. On s'en souvient, Al-Bourhan et son ami Daglo, aujourd'hui sont devenus 2 bêtes noires qui ne veulent même pas se regarder en face. Vous avez Bourhan qui visiblement au pouvoir, parce qu'effectivement c'est lui qui gère les forces armées soudanaises, et vous avez le rebelle qu'on appellera le général Daglo qui lui gère ce qu'on appelait les forces de résistance soudanaises et qui sont dans une spirale meurtrière depuis quasiment 2 ans aujourd'hui. Le Soudan, est-ce que la crise du Soudan est oubliée par la communauté internationale? On a comme impression que tout le monde fait la sourde oreille là-bas au Soudan. Du moins, la crise était oubliée. Et puis, je suis ravi que vous ayez mis ce sujet sur la table, Raoul, parce que cette crise était oubliée. Et c'est vraiment dommage. Parce que le Soudan, pour ceux qui ne le voient pas, qui ne connaissent pas ce pays, c'est un pays moteur de l'OUA. C'est un vieux pays. C'est un pays charnière, c'est un pays très, très, très riche. Et cette crise avait été oubliée. Cette crise avait été oubliée depuis une vingtaine d'années, parce que depuis longtemps, il y a la crise au Darfour. On reviendra dessus. Quand vous parlez de Omar el-Béchir, ces deux-là, le général Bourhan et le général Emeti, c'était les 2 bras droits du général el-Béchir. Le général el-Béchir a dirigé le Soudan pendant plus d'une vingtaine d'années, avec la manière forte. Oui, il s'est battu pour l'unité du Soudan. Il a fini par céder avec les pressions américaines et le Soudan s'est divisé. Donc, nos téléspectateurs doivent connaître que c'est un pays en lambeaux à cause des mauvais intérêts géopolitiques, à cause des rivalités des puissances internationales. Maintenant, pour revenir au conflit même, lorsque el-Béchir tombe, le général Bourhan prend le pouvoir et
le général Emeti, son adversaire, n'accepte pas la situation. Voilà pourquoi, avec l'appui des Émirats arabes unis, qui lui fournissent les armes, il se rebelle et commence donc à bombarder certaines villes. On a vu des images dernièrement de El Fasher. C'est terrible. La barbarie qui est au Soudan est extraordinaire. C'est terrible. Les femmes sont éventrées, les gens sont massacrés chaque jour dans ce pays. Et Emeti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a promis le sous-sol soudanais aux Émirats arabes unis. Je dis bien le sous-sol soudanais qui est très riche, immensément riche en or. On se retrouve dans une situation où les Émirats arabes unis fournissent les armes, toute la logistique nécessaire pour la guerre et surtout les drones. Vous savez que la guerre moderne, depuis le 21e siècle, la guerre moderne n'est faite pas des drones. Ça permet donc à Emeti de bombarder tout le Soudan. Il ne cherche pas à savoir qui est pour lui et contre lui. Alors c'est terrible. Bourhan, de son côté, reçoit l'appui indirect de l'Arabie saoudite. Donc vous voyez que cet aspect dépasse le cadre même des Soudanais. Et on est très triste par rapport à cette situation. Le Soudan aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, le Soudan aujourd'hui avait beaucoup d'écoles. Des gens quittaient l'Afrique centrale et même le Tchad voisin pour aller étudier au Soudan. C'est un pays qui est en lambeaux aujourd'hui. Le Sud-Soudan n'est pas mieux. Je pense qu'on reviendra dessus, si ce n'est prochainement. Le Sud-Soudan n'est pas mieux. Tout l'ouest du Soudan, le Darfour qui est au nord, le sud, est occupé par des rebelles. Voilà un pays où le général Bourhan, qui est supposé être président de la République, ne gère que la capitale Khartoum. Le reste du Soudan est entre les mains du général Emeti, qui estime que c'est à lui que devait échouer le pouvoir lorsque El-Béchir est parti. Donc voilà un pays où chacun est en train de créer son potentat, est en train de créer sa part de, je dirais quoi, de milices, de territoire qu'il gère. Et la communauté internationale, je n'aime pas cette expression-là. Les impérialistes, parce que c'est eux, ils ne viennent jamais dans un pays pour rien. Les impérialistes veulent le sous-sol et même le sol soudanais. Il me souvient qu'en 2024, 2023, 2024, il y avait des pourparlers de paix à Jeddah entre les deux camps, pilotés par l'Arabie saoudite. Ça n'a pas abouti parce que le général Emeti estimait que l'Arabie saoudite est partie prenante du conflit. Dernièrement, les États-Unis ont tenté une sorte de médiation, mais ça achoppe toujours. Pourquoi? Parce que lorsque ces gens-là se font la guerre, lorsqu'ils se bagarrent, les impérialistes profitent pour retirer les ressources, l'or, les terres rares et surtout le pétrole. Ceux qui ont suivi l'actualité dernièrement ont compris que les hommes du général Emeti ont bombardé des pipelines, c'est-à-dire des conductions, les infrastructures qui conduisent le pétrole vers la mer Rouge. Et voilà tout l'enjeu, contrôler le pétrole du Soudan et surtout les terres rares. Les Chinois y sont également, surtout pour les terres rares. Vous savez que les batteries de véhicules, les téléphones et autres se font grâce aux terres rares. Donc, voilà un pays où presque tous les impérialistes veulent occuper. Maintenant, moi j'estime que les Soudanais, quand je dis les Soudanais, je dis le petit peuple soudanais a intérêt vraiment. N'allez pas vers les conclusions. N'allez pas vers les conclusions. Nous allons y revenir. On veut d'abord comprendre la situation au Soudan avant de revenir sur ces intérêts. Et tout comme on va revenir sur. J'aimerais parler notamment du Tchad. On va y arriver. Laissons le Tchad là où il est. On va y arriver. Pour l'instant, on veut comprendre la situation qui sévit au Soudan. On vous le dira tout à l'heure. Le fameux Dieu, vous êtes historien. On peut se poser la question de savoir pourquoi c'est le Soudan. On rappelle que la situation humanitaire est catastrophique. 30 millions de personnes ont besoin d'une aide urgente. 2 tiers de la population sont totalement en divagation. On parle d'à peu près 13 millions de personnes qui sont forcées de se déplacer au quotidien, parmi lesquelles 8 millions à l'intérieur,
4 millions sont à l'extérieur et dont le Tchad absorbe une bonne partie, un peu plus d'1 million. 1,2 million en 2025. Qui sont déjà sur le territoire tchadien. On va y revenir. Mais pourquoi c'est le Soudan? Si on pose une question pareille. Le Soudan, parce que le Soudan est riche. En Afrique, dans le monde, quand on est riche, il fait très mal d'être riche. Quand on est riche, on souffre pour sa richesse. Le Soudan est un territoire, le docteur a essayé d'expliquer tout à l'heure, le Soudan est un territoire extrêmement riche. Et la division du Soudan avec le Soudan du Sud, c'est parce que les États-Unis ont décidé qu'ils auront leur part sur le pétrole chinois et sur le pétrole soudanais. Donc, ils ont organisé la rébellion qui a abouti à la division du Soudan. Une fois le Soudan divisé, d'autres peuples, d'autres pays veulent aussi avoir leur part dans le pétrole du Soudan. Ils s'en foutent des Soudanais. Pour eux, c'est qu'est-ce qu'ils vont gagner. Et les Émirats Arabes Unis sont un pays qui est en train d'émerger. Et ce pays se dit que lui aussi, il a droit à sa part dans le pétrole soudanais. C'est pourquoi ce pays est en train de soutenir la rébellion dont on est en train de parler. En 2024, les Émirats Arabes Unis ont donné 1,5 milliard de dollars pour soutenir la rébellion et ils ont promis en 2025, cette année, 500 millions de dollars pour soutenir. Ils ont donné 1,5 milliard cette année et l'année prochaine, ils ont promis 500 millions pour soutenir la rébellion soudanaise. Et le général rebelle a offert en contrepartie le sous-sol du Soudan aux Émirats Arabes Unis. Il a promis cela. Donc, les Émirats Arabes Unis sont dans leurs droits. Et maintenant, s'il faut embrayer sur le Tchad déjà, le Soudan accuse le Tchad d'être... On va y arriver. Nous voulons comprendre la situation au Soudan. Laissez d'abord les accusations. En réalité, ce n'est pas le Soudan qui accuse le Tchad, c'est une ONG qui accuse le Tchad. Non, le Soudan lui-même l'a fait. Il ne faut pas dire Soudan. Non, le Soudan lui-même l'a fait. Accuse le Tchad de laisser passer sur son territoire des armes qui viennent des Émirats Arabes Unis. Ça, c'est clair. Et c'est d'ailleurs le Tchad dément. Mais ce qui va m'intéresser sur le Tchad, c'est l'inaction des Tchadiens. Est-ce que le Tchad n'a pas le droit d'agir dans ce conflit, soit dans l'intermédiation, soit autrement? On y reviendra en deuxième phase pour l'instant. Alors, mais ce que je veux comprendre, et vous gardez la parole, on a 2 hommes qui ont chassé Béchi en 2021. Ils ont estimé que le partage du butin allait être très simple. Mais sauf qu'on a comme impression que quelqu'un semble avoir des appétits au-delà de tout. Le général Daglo, si vous voulez bien, le général Mohamed Hamdam Daglo, alias Emeti, comme l'appelle d'ailleurs notre ami docteur Mopa, alias Emeti, qui lui, effectivement, et on se souvient, cette atrocité, le 15 avril 2023, lorsque cette histoire-là se démarre, il a fait brûler 1000 personnes dans un camp. C'est quand même terrible. Alors, comment comprendre donc que la communauté internationale, dite autoproclamée, comme j'aime souvent les appeler, reste sourde-muette sur la question soudanaise? Est-ce que les intérêts des Blancs, si vous voulez, entre guillemets, ne sont-ils pas menacés ou pas? Généralement, quand la communauté internationale reste silencieuse sur un problème, et la réponse est simple. Celui qui est en train de commettre des gaffes à leur soutien. Quand celui qui est en train de commettre des gaffes à leur soutien, il reste silencieux. Et quand le contraire se pose, alors il gesticule. Il y a des pays où ils ont été en Libye, ils ont déclaré toute une guerre meurtrière parce que quelques personnes avaient été tuées, soi-disant été tuées par Muammar al-Kadhafi. Et maintenant, au Soudan, il y a des crimes terribles qui sont en train de se dérouler. Il y a des crimes inimaginables. L'ONU elle-même a qualifié la situation du Soudan d'une situation terrible. Alors, des choses comme ça sont en train de se passer et la soi-disant communauté internationale, ceux qui sont autoproclamés communauté internationale, font comme si de rien n'était parce que leurs intérêts ne sont pas en jeu. Il n'y a pas un progressiste, il n'y a pas quelqu'un qui veut défendre les intérêts de son peuple qui est en train de s'opposer à leurs intérêts là-bas. Là, ils ferment les yeux. Tant que c'est quelqu'un qui les adoube, tant que c'est quelqu'un qui n'a pas de problème avec eux, ou bien qui leur a fait des promesses fallacieuses de leur donner les richesses de notre continent, qui est en train de commettre des gaffes, de commettre des meurtres, de commettre des exactions, ils font comme si de rien n'était. Voilà comment ils fonctionnent. C'est une communauté internationale à tête chercheuse. Ils ne réagissent que quand ils sentent leurs intérêts menacés. Ils aboient, ils votent des sanctions, tout ce qui va avec. Mais tant que
celui qui est en train de commettre des crimes défend leurs intérêts. Tant que c'est leur homme de main, tant que celui-là porte toutes les ressources de son pays et met entre leurs mains, alors il ne se passe rien. Voilà comment la politique internationale fonctionne. Docteur Niamsi, la situation reste très désespérée au Soudan avec des combats intenses à El Fachar et bientôt, et même déjà, je crois, effectivement, au Darfour et à Kordofan, effectivement. Alors, on constate quand même, au-delà de tout cela, on constate qu'on laisse 2 généraux se battre avec leurs hommes, on laisse une population totalement en divagation, mais on vous parle d'une médiation américaine qui aurait échoué et qu'une base américaine qui serait en train de contrôler le pétrole soudanais. Alors, est-ce que ce conflit n'est-il pas aux intérêts des États-Unis? Le Soudan devient le rôti. Et je vais vous expliquer. Un adage chinois dit, lorsque les cuisiniers se battent, le rôti brûle. Qui est le rôti? C'est le Soudan. Qui sont les cuisiniers chinois? C'est les 2 généraux. Emeti, du front... il est de quel front là? Le FSE? Emeti, le front les forces de soutien, de résistance, de soutien. Voilà. Alors, Emeti et de résistance pense être l'homme de la situation. Il pense être l'homme de la situation. Et je vais vous expliquer. Pour que les gens comprennent un peu la traçabilité de la géopolitique employée par ces 2 généraux, c'est que ils ont été surpris par leurs partenaires économiques étrangers. Le Soudan, c'est 52 millions d'habitants, dernier recensement des Nations Unies, pour 1 886 000 de superficie territoriale. C'est-à-dire, après l'Algérie, c'est le pays le plus vaste d'Afrique. Comment pouvez-vous contrôler ce pays si vous n'êtes pas en parfait accord avec votre population et votre peuple? Le pays étant vaste, a permis donc l'homme le plus frustré, appelé Emeti, de dire que non, il doit à tout prix gérer le Soudan de main de fer, parce qu'il a été un artisan pour chasser Omar el-Béchir. Aujourd'hui donc, ses partenaires et ses contrats miniers, parce que quand on parle du Soudan, c'est le pétrole et les contrats miniers. Et qui parle de contrats miniers, parle des entreprises qu'on a pu chasser aux États du Sahel. Une entreprise que je ne citerai pas, qui était dans la ville de Arlit, au Niger, qui est revenue vers le Soudan. Tous ceux-là qu'on avait chassés au Mali, dans le minerai d'or, puisque le Mali a fait sa propre fonte d'or, sont repartis vers le Soudan. Et quand ils y arrivent, ils trouvent un pays en lambeaux. Pour mieux vivre, il faut diviser les frais. Alors, pour mieux régner, il faut diviser. C'est la tactique utilisée par les Américains. Qu'est-ce qui se passe donc? Sur la table de négociation à Khartoum dernièrement, il a fallu que un prenne le pouvoir pendant un certain temps et passe le pouvoir à l'autre. Mais nous avons l'expérience malheureuse de 1964 à 65 au Congo-Brazza entre les frères Nyulu, le grand frère Denis Sassou Nguesso et l'abbé qui avaient pris le pouvoir et qui ont cru que chacun pouvait faire 4 à 5 ans. Alors, les tractations arrivent donc à Khartoum. L'un des généraux dit, je ne peux pas céder le pouvoir parce que je contrôle tout un pays. Entre-temps, l'autre général ne contrôle pas Khartoum et les institutions. Je meurs à Khartoum. Ça donne dans la part belle à l'autre de continuer la rébellion parce qu'il a plus de moyens que celui qui est au pouvoir présentement. C'est lui qui contrôle le Darfour, c'est lui qui contrôle El Génina, c'est-à-dire à 27 km de la frontière tchadienne. El Génina, c'est des richesses en ne plus fini, c'est le pétrole. Et chemin faisant, c'est la population qui souffre. Ça amène dans ce qu'on aurait appelé la recrudescence des fléaux tels que la famine, les maladies et autres choses. Tout ce que nous disons à l'Union africaine, c'est de savoir que le Soudan est la mère patrie de l'Afrique dans toutes ses composites. Je pense que c'est un pays qui a les ressortissants de toute l'Afrique. Les 50 États de l'Afrique ont leurs ressortissants au Soudan, venus pour des besoins économiques, pour des besoins politiques, pour des besoins sociaux, autant pour moi, sociaux autant pour moi, je vais dire, des besoins sociaux, qui ont d'autres besoins
Parce que les Camerounais, ils travaillent dans le pétrole. On a retrouvé dernièrement les anciens frères de la Sonara de ce côté. Donc les États-Unis sont en train de jouer la partition de la division. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous allez vous rendre compte que on n'a que nos yeux et les larmes pour pleurer quand on voit le Soudan déchiré. C'était 2500 universités à Khartoum. Je dis 2500 universités pour 4500 hôpitaux dans un pays tout en lambeaux. Le dernier recensement dit que le 4 décembre, on a carrément pilonné avec des balles l'hôpital qui servait de repère à la ville de Khartoum, avec pratiquement des morts. On a tout gâté. Donc moi, les mots me manquent même, je perds même ma langue de Molière, parce que c'est une honte pour l'Union africaine de rester sans se faire bouger. Le Soudan est en train de partir aux yeux de toute l'Afrique. Alors, M. Benengui, la situation au Soudan s'enlise, et on a envie de se demander à qui profite finalement cette situation au Soudan, si c'est nos Soudanais eux-mêmes. Non, ben, tout a été dit ici. C'est-à-dire que nous savons que lorsque les guerres sont déclenchées dans les pays, c'est parce que tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les yeux sont fermés carrément de ce côté. Le peuple soudanais est abandonné à lui-même. Et là encore, moi, je crois que c'est à ce niveau-là que les Africains doivent se poser de vraies questions. Se poser de vraies questions, pourquoi? Parce que moi, ce qui me fait le plus mal, c'est que ceux qui sont en train d'alimenter cette guerre de manière opérationnelle, ce ne sont pas ceux dont on est en train de citer aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont des Soudanais. C'est deux généraux qui ont travaillé avec El-Béchir et dont on a estimé qu'il était un mauvais président et dont on a fait partie. C'est-à-dire que tout en se disant que ceux qui ont travaillé avec lui vont capitaliser ce qu'il y a eu de bon avec El-Béchir et ils vont apporter leurs propres innovations. Et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit un pays qui se déchire, on voit des personnes, on voit des responsables, des leaders qui n'ont aucune empathie pour leur propre population, pour leurs propres frères. Ouais. Donc, je crois que cette situation interpelle le peuple africain. C'est pour cela que nous autres qui sommes en politique, il faudrait qu'on tire des leçons de cela. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on veut à tout prix accéder au pouvoir qu'on va mettre son pays à feu et à sang en allant par moment d'intelligence avec des puissances extérieures. Parce que ces puissances-là ne viennent pas vous exploiter pour construire vos pays. Ces puissances-là viennent vous exploiter pour construire les leurs. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'il faudrait qu'à certain moment que les Africains, pourquoi est-ce que cela ne se passe pas en France? Et il y a pourtant des conflits entre je crois, des hommes politiques en France, entre des grandes sociétés, entre des grands groupes en France. Mais cela ne s'est jamais produit. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis après l'élection perdue de Trump. Mais ils ont tout fait pour endiguer cette histoire. Mais pourquoi quand ça arrive à notre niveau, que nous ne comprenions pas que c'est-à-dire ceux qui vont perdre dans cette histoire, c'est nous, c'est pas les autres. C'est-à-dire que tellement l'Africain a épris de pouvoir, c'est-à-dire au point où il oublie son propre frère. Il oublie que c'est que son frère devient, je crois, un marchepied, c'est-à-dire qu'il devient un tapis sur lequel il devrait marcher pour atteindre ses objectifs personnels. Parce que c'est de ça qu'il est question. Parce que c'est un problème d'ego au départ. Tout à fait. Parce que, quoi que l'on dise, quelqu'un qui a travaillé avec El-Béchir, je crois que c'est des familles, sur le plan individuel, c'est des personnes qui sont à l'abri du besoin. Et ils ont donc besoin de quoi aujourd'hui? Le pouvoir. Ils ont besoin du pouvoir. Et de quelle manière? Ils ont besoin du pouvoir en marchant sur leur propre population. Et aujourd'hui, c'est-à-dire, on est en... excusez-moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train d'accuser les puissants. C'est vrai. Mais qu'est-ce que nous-mêmes, on essaye de faire lorsque cette situation... Je crois que le débat devrait beaucoup plus s'apaisantir au niveau de la construction des mentalités des peuples et des leaders africains. Je crois que c'est à ce niveau que tout devrait se passer. Parce que si on n'avait pas normalement cédé, ces Occidentaux n'auraient pas. Vous voyez donc maintenant, les pays
comme, je ne dirais pas, qui sont pas dans le top niveau au classement des pays, qui ne sont même pas des pays occidentaux, eux aussi viennent revendiquer, c'est-à-dire que le pétrole en Afrique, c'est-à-dire qu'au mépris des populations africaines, et que cela soit accepté. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, c'est que nous ne devons plus compter sur la communauté internationale. La communauté internationale gère les problèmes qui sont les leurs. Les problèmes qui sont les leurs sont les problèmes des Occidentaux. Ce ne sont pas nos problèmes. Voilà, ce ne sont pas nos problèmes. Sinon, la situation soudanaise aurait trouvé solution depuis à ce jour. Depuis très longtemps. Très bien. Voilà. Encore, on rappelle qu'il y a d'ailleurs une base de l'ONU qui est bel et bien là-bas à Darfour, au Darfour depuis très longtemps. Et d'ailleurs, un bombardement par drone de cette base a fait 6 tués et quelques blessés. Il y a de là un mois, très exactement. Alors, mais finalement, docteur Bopa, je reviens à vous maintenant. Vous avez voulu parler du Tchad. Le Tchad nous intéresse aussi parce qu'effectivement, un peu plus d'1 million de déplacés soudanais se retrouvent à l'est du Tchad, qui, il faut dire, une situation humanitaire qui suscite déjà des tensions au niveau des Djamena, parce que la présence des Djamena, ça bouge là-bas très très fort. Est-ce que le Tchad devrait rester inactif, malgré, il faut dire, ces accusations d'une ONG, qui dit d'ailleurs que le Tchad laisse passer les armes venant de l'Arabie Saoudite, et même le port de Douala a été cité dans cette affaire-là, venant de l'Arabie Saoudite, passant sur le territoire tchadien avant d'atteindre les forces de soutien rapide de notre ami Hermiti. Est-ce que le Tchad devrait rester tranquille, jouer la carte de la neutralité totalement dans ce conflit? C'est pratiquement impossible, Raoul. Le Tchad et le Soudan sont très, très, très liés. D'ailleurs, je rappelle, il y a des populations riveraines de part et d'autre, dont le Tchad est lié à la crise soudanaise. Première chose. Deuxième chose, il faut savoir que la famille Déby, qui est au pouvoir actuellement, est frontalière avec le Soudan. Hein. La rébellion de 1990 de Idriss Déby part pratiquement du Soudan. Donc, le Tchad a tout intérêt à ce que la situation au Soudan ne dégénère pas. Sinon, avec ou sans leur volonté, ça va impacter terriblement la vie du Tchad. Donc, voilà une situation extrêmement complexe pour le Tchad. Le Tchad se dit, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que je dois continuer à laisser passer les intérêts étrangers à travers mon territoire en ignorant mes populations, ou alors je dois renforcer la sécurité au niveau de la frontière? D'ailleurs, en parlant de frontière, il n'y en a pas vraiment, elle n'est pas vraiment étanche. Donc les populations vont de part et d'autre. Moi, ce que je peux dire concernant le gouvernement tchadien, le gouvernement tchadien a intérêt à créer la médiation entre les deux généraux. Parce que ces deux généraux, comme l'ont dit les panélistes, ces deux généraux se sentent chacun légitime de diriger le Tchad. Docteur Poudi l'a dit, le général Hermiti a estimé dès le départ que c'est à lui que reviendrait la gestion de la présidence du Tchad, du Soudan. Donc il est engagé et par tous les moyens, il veut atteindre son but. Quand je dis par tous les moyens, c'est avec tous les horreurs, les crimes que l'on a vus là. Et il est prêt à aller le plus loin possible. Maintenant, que doit faire le jeune président Mahamat Idriss Déby? Si j'étais à sa place, je convoquerais très rapidement une médiation, sous couvert peut-être de l'Union africaine, même comme je ne crois pas trop au pouvoir de l'Union africaine. Mais je créerai une médiation, ne serait-ce que pour faire tomber la pression. Parce que ces deux généraux sont dans une haine viscérale. Je rappelle qu'ils ont travaillé avec Béchir. Ils connaissent le Soudan. Ils connaissent les points faibles du Soudan. Et leur détermination équivaut aux crimes que nous voyons. Parce que les crimes sont atroces. Le général Mahamat Idriss Déby, à défaut d'aller à Khartoum, parce qu'il a un avantage, c'est que les deux généraux peuvent l'écouter. Donc il est partie prenante du conflit. À défaut d'aller à Khartoum, qu'il convoque ces deux généraux-là, en Djamena, pour qu'ils essaient de s'asseoir, pour qu'il y ait une médiation africaine.
Parce que la médiation engagée par les États-Unis et l'Arabie Saoudite n'est qu'une médiation d'intérêts économiques. Je pense que le président tchadien a un intérêt social et même politique dans ce conflit-là. Donc voilà de façon succincte comment je vois le rôle du Tchad dans cette crise. Très bien. Alors, Yemele Formeture, vous êtes historien, je rappelle. Alors, le Tchad sous la menace d'un débordement de la guerre au Soudan, on l'a déjà démontré ici à suffisance. Peut-il jouer une carte assez intéressante pour tout au moins assouplir les souffrances des Soudanais? Bien évidemment, le Tchad est un pays frontalier du Soudan et les opérations sont massivement en train de se dérouler sur la frontière tchadienne, sur un territoire assez instable parce que le Darfour est un territoire qui a une très longue durée de guerre, et des tensions et autres. Il y a beaucoup de groupes rebelles qui ont opéré dans cette région du Darfour. Donc, et le Tchad a été presque toujours impliqué dans ces événements. Donc, actuellement, si le Tchad peut convoquer une assise entre les deux, mais comme je ne pense pas que cela pourra apporter des solutions, mais la France peut essayer, et la France peut faire des pressions avec des ressortissants pour peut-être leur dire vous arrêtez, vous ressortissants, parce que la pression qui est sur le Tchad est énorme. Le Tchad d'abord qui est un pays qui a ses propres problèmes, se retrouve d'un coup avec 1,2 million d'étrangers sur son territoire. Qu'il faut, le Tchad ne peut pas les regarder comme ça. Le Tchad ne peut pas les laisser mourir de faim. Le Tchad doit s'assurer que ces personnes mangent. Le Tchad doit s'assurer que ces personnes aient au moins un toit pour dormir, même si c'est passager. Donc, le Tchad a d'abord une grande pression à ce niveau. Donc, le Tchad peut par exemple faire pression en disant je ne peux plus accepter de réfugiés sur mon territoire, ce que lui-même ne peut même pas, parce que c'est pas un pays qui veut avant d'accepter des réfugiés. Des réfugiés arrivent et vous les acceptez. Donc, je crois que le Tchad peut jouer ce jeu. Mais je vais quand même revenir sur les accusations qui sont qui sont portées au Tchad, parce que si ces accusations sont fondées, je dis bien si ces accusations sont fondées, alors c'est terrible pour le Tchad. C'est que c'est très très terrible pour le Tchad. Si réellement le Tchad est en train de céder ses aéroports pour acheminer le matériel de guerre, pour pouvoir aller détruire, aller faire toutes les actions qu'on connaît, et partant des Émirats Arabes Unis, ça sera assez... C'est très sale pour le gouvernement tchadien. Je préfère me taire. Alors, Dr Yamsi, on va dire que l'ONU a besoin de 6 milliards de dollars en 2025, même si l'année est finie, pour résoudre cette question humanitaire qui arrive au Soudan au quotidien. Mais hélas, la levée des fonds n'a pas donné. Les aides que les États-Unis essaient de donner n'en font même pas le tiers de ce qu'on cherche. Et du coup, vous avez des populations qui cherchent à bouillir juste les feuilles de manioc, je ne sais pas où, les feuilles de quoi là, bouillir ça et boire, en disant que c'est de la nourriture qu'elle est en train de manger. C'est quand même compliqué de suivre ça. Nos Tchad voisins qui subissent cette pression, il faut dire, et donc le palais de Djamé n'en a plus du tout de sommeil, ne peut-il pas jouer un rôle intéressant pour réguler cette situation? Mon cher Raoul, N'Djamé est la pièce angulaire, sinon la pièce tournante de ce conflit. Vous savez que 3 présidents sont arrivés au pouvoir au Tchad avec une base arrière du Darfour. 88. Celui qui part avec il s'est nabré pas. Que Déby s'installe. Base arrière, Darfour. Il s'est nabré arrive en envoyant Goukouni Wege, Darfour. Le petit Déby qui prend le pouvoir ne fait que repousser tous les velléités des opposants tchadiens qui prennent leur base arrière vers Adré ou vers le Darfour. Lorsque je l'ai indiqué, le rôle crucial ici, c'est que le Tchad hérite des réfugiés. Or, ce propre Tchad n'a pas fini de faire sa cuisine. Alors, pourquoi le Tchad ne peut-il pas rester neutre? C'est parce qu'il y a les besoins humanitaires et sécuritaires. Lorsque vous recevez 850 000 personnes au pas de votre frontière, dans la ville de Adré, qui est à 29 km de Djenena au Soudan, sans compter les refoulés, vos propres frères, qui avaient eu domicile au Soudan, qui rentrent. Il y a 2 types d'usages sécuritaires. Les Tchadiens vivant au
au Soudan, et les Soudanais qui viennent là, dans le Tchad, est devant l'impasse. Ça donne les maladies. Il faut les nourrir. Est-ce qu'on va nourrir les Tchadiens sortant du Soudan et laisser les Soudanais qui veulent un asile ou qui veulent vivre aussi dans la paix? C'est la question qu'il faut revoir. Mais il faut solliciter l'aide internationale. On a sollicité l'aide de l'Union africaine. Mais cette Union africaine était seulement là, ce jour de la réunion, pour dire que le Cameroun n'a pas droit à la parole parce qu'on n'a pas payé les cotisations. Le Soudan a payé les cotisations depuis combien de temps? Voilà les vrais problèmes qu'on doit parler à l'Union africaine. On aura même pas les cotisations du Cameroun. Donc l'Union africaine même doit fermer sa bouche. Parce que c'est une honte. C'est une honte que l'Union africaine ne puisse pas prendre ce problème à bras le corps. À bras le corps. La sollicitude, la participation de la médiation. Oui, le Tchad peut jouer une médiation. Mais comment le Tchad va-t-il jouer la médiation? Sachant que Abdel Fattah al-Burhan a les yeux sourds aujourd'hui. A les yeux sourds. A les oreilles sourdes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a donné tout le pays aux forces étrangères. Et Emeti a entendu, non, ce n'est pas le deal que nous avions fait lorsque nous renversons en 2019 Oumar el-Béchir. En 2021. 2021. Ce n'est pas le deal que nous avions fait. Parce qu'ils ont commencé une rébellion en 2019 qui a fini en 2021. Le deal c'était, tu gères, mais on doit nationaliser tout pour le peuple. Abdel Fattah ne l'a plus compris de cette oreille. C'est pourquoi aujourd'hui, son départ doit être imminent. Selon Emeti. Son départ doit être imminent. Il n'a pas respecté les clauses de ce qui s'est dit lorsqu'il faisait le coup d'État. La partition du Tchad aujourd'hui, c'est une lecture singulière. C'est-à-dire que le Tchad doit maîtriser le flux de réfugiés. Et en maîtrisant le flux de réfugiés, éviter que le flux de réfugiés ne soit avec la base arrière pour faire tomber le pouvoir de N'Djamena. C'est pourquoi Mahamat Idriss Déby a les yeux largement ouverts. Son pays peut tomber. Exactement. Son pays peut tomber. Donc il doit prendre soin. Et vous saviez que c'est les miliciens soudanais qu'on a attrapés en Centrafrique il y a de cela quelques jours. C'est les miliciens soudanais qu'on a repoussés, qui voulaient entrer vers le chenou. Et nous avions barré tout. C'est ces miliciens soudanais qui parfois, on pense que c'est les Boko Haram, quand ils ne sont pas Boko Haram, qui mènent des attaques sporadiques, même chez nous au Cameroun, et se replient soit au Nigeria, soit en Centrafrique, soit au Tchad. Donc tout cela a été lu dans une carte par le président Déby qui dit à la communauté internationale, veillez très bien. Cette histoire, on peut la prendre pour le Soudan et elle est déjà entrée en Afrique centrale. La lecture qui sera perpendiculaire ici, c'est que la façon de gérer cette crise pour ramener une sérénité entre les deux pays qui ne se parlaient plus depuis un certain moment. Est-ce que Abdel Fattah est-il ouvert à recevoir le président Emeti? Vous savez que le président turc Erdogan avait appelé les deux belligérants par rapport aux intérêts de la Turquie au Soudan. Lettre morte. Et vous savez que la Turquie œuvrait beaucoup pour les appareils médicaux et sur le plan sanitaire médical avec ses écoles turques sur une idéologie de l'islam différemment perçue en Afrique. Lorsque je l'ai indiqué, il y a de fortes chances de croire que ce Soudan est obligé de demander à Abdel Fattah de partir. Il n'a pas aimé son peuple. On ne peut pas, au nom d'une charnière et des escadrons de la mort, continuer à rester au pouvoir lorsque vous n'aviez plus 75% de votre pays en votre possession. S'il continue à rester, Emeti va s'embourgeoiser avec ses milices rebelles et la ville de Khartoum sera dans la pénombre. Voilà pour une grille de lecture pourquoi le Tchad doit trouver des solutions viables dans la médiation et pacifier cette crise. Parce que si le Tchad ne s'implique pas en tant qu'acteur majeur, le pouvoir de N'Djamena va tomber, une milice va venir comme réfugié et N'Djamena sera criblé de balles. Voilà une lecture avant-gardiste. Pourquoi le Tchad ne doit pas laisser neutre. Que vous partagez, M. Médégui.
le petit pays, le Tchad, qui est le grand voisin du Soudan et qui subit les affres de cette guerre, peut-il, s'il s'amuse, tomber? Oui, le Tchad même n'est pas un petit pays. Peut-être qu'il est mal, il n'est pas sur le plan de la démographie, mais sur le plan de l'étendue. C'est un très grand pays. Et je crois que c'est l'un des problèmes que ces pays ont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avoir une très grande superficie, mais une population qui est petite. Et maintenant, le contrôle dans la superficie devient donc véritablement un problème. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'installent, qui créent des rébellions, qui sont tellement à l'aise que, à un certain moment, pour les repousser, ça devient difficile. Pour revenir sur la situation du Tchad, je crois que le Tchad est un peu dans ce que j'appellerais ici dans un dilemme. Le dilemme, c'est quoi? Le dilemme, c'est que, d'un côté, le Tchad qui ne veut pas, qui voit son pays être envahi par les réfugiés. Et de l'autre côté, le Tchad qui, en tant que pays voisin, a peut-être une préférence entre les deux belligérants. On ne sait donc pas qui le Tchad soutient parmi les deux. Ou alors, quelle est la personne? Le Tchad a toujours la carte de la neutralité. Hein. Ça, il faut le dire. Parce que le gouvernement, la voix officielle dit que le Tchad ne soutient personne. Bon. Et le Tchad demande même d'ailleurs le fait qu'on l'accuse de transiter les armes qui vont en direction de Emeti par son territoire. Justement, je voulais en venir là-dessus parce que c'est là dont le point d'achoppement. Parce que si il est avéré que les armes transitent par le Tchad pour y arriver, ça veut dire que forcément, le Tchad a une préférence pour quelqu'un. C'est lui donc à qui ces armes reviennent. Vous dites bien si. Oui, ça est sur conditionnel. Bon, maintenant, et le deuxième cas, c'est celui dont il est obligé de recevoir des réfugiés qui sortent du Soudan. Et quand on dit recevoir veut dire recevoir et les gérer. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas rentrer là et puis les laisser comme ça, non. C'est-à-dire que parmi ceux qui entrent, il y en a même qui n'ont pas de bonnes intentions. C'est-à-dire que sur 1 200 000 personnes qui sont entrées, il y en a qui sont même entrés là, pas parce que eux ils sont dans la même situation, mais ils sont peut-être venus contrôler quelque chose pour voir comment ils peuvent attaquer. Comment est-ce qu'ils peuvent attaquer le Tchad. Donc vous comprenez donc que le tri à ce niveau est difficile. C'est-à-dire que il faut déjà voir quels sont ceux qui sont entrés par simple nécessité parce qu'ils ont besoin de survivre. Parce que c'est de ça qu'il est question. Mais quels sont ceux qui sont venus au Tchad parce qu'ils viennent soit prendre un appui pour repartir du côté du Soudan? Quels sont ceux qui sont venus au Tchad pour inspecter et voir si le Tchad est attaquable? C'est-à-dire que ça aussi, donc il y a ce tri, ça veut dire que ça devient un peu difficile. Et ça met donc le jeune président, Idriss Déby, dans une situation d'embarras, au point où peut-être qu'il ne ferait même pas mieux d'être dans sa situation aujourd'hui. Parce que la réalité, c'est que les affres qui viennent normalement du Soudan sont telles que s'ils blaguent au niveau du Tchad, telles que ces affres peuvent lui-même l'emporter. Donc, mais maintenant, ce qui devrait être fait, je crois que c'est sur le plan africain. Si les Africains ont encore un honneur à défendre, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'Union africaine s'asseye et qu'il trouve une solution au problème, parce que surtout au problème humanitaire, parce que là aujourd'hui quand les hommes sont réduits, c'est ça, c'est-à-dire que ou alors si l'Union africaine n'a plus de crédibilité, soit ils changent de patronyme, c'est-à-dire qu'on ne serve autre chose, parce qu'en réalité tout ce qui est en train de se passer avant la crise du Soudan ou alors pendant, nous avons une autre crise, la crise du Congo avec le M23, nous avons vu qui se poursuit encore, c'est-à-dire que où des choses sont dites de manière, de ce qui est dit aujourd'hui, demain on a une autre version de fait, mais il faudrait que ce soit les Américains qui viennent s'interposer. Entre-temps, c'est un autre pays, un pays voisin qui vient alimenter une rébellion. Vous comprenez un peu, c'est compliqué. Et si des problèmes de ce genre, deux présidents qui sont au pouvoir et qui dirigent deux États distincts, on ne peut pas normalement les mettre sur la table de négociation et leur dire que bon voilà, quel est le point d'achoppement, comment est-ce qu'on peut les régler? Combien de fois un pays comme le Soudan, qui est face
à la rébellion, parce que là c'est la rébellion, et on sait ce qui veut dire un rebelle. Un rebelle c'est quelqu'un qui ne suit pas tous les canaux prévus, c'est-à-dire que lui c'est quelqu'un qui, lorsqu'on regarde à gauche, lui il regarde à droite. Donc l'amener donc à regarder dans le bon sens. Si on n'a pas pu le faire avec ceux qui sont supposés diriger, c'est-à-dire que dans le sens réel et large normalement du terme. Donc vous comprenez que au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt lors de ma précédente prise de parole, la situation en Afrique est telle que faudrait plus qu'une telle situation commence pour chercher les solutions. Comment est-ce qu'elle endiguer? Voilà, il faut déjà anticiper sur les solutions. C'est-à-dire qu'il faut plus qu'on se retrouve dans cette... Sinon, au lieu que l'Afrique soit en train de se développer, l'Afrique va toujours reculer. Rentrer. Voilà. Va faire un bon pas en arrière. Un bon pas en arrière. Effectivement, le Soudan a déjà été déchiqueté et même divisé une fois avec le Soudan du Sud. Donc, il faudra plus diviser ce pays. Si on le divise encore, il sera comment? Puisque le Soudan du Sud est issu de ces Soudans. On va maintenant chercher quel Soudan? Le Soudan du Nord, le Soudan de l'Est, le Soudan de l'Ouest. On ne comprend pas pourquoi ces pays est tout à fait la visée des puissances occidentales et même des puissances asiatiques. On a cru entendre tout à l'heure que les Émirats arabes unis sont des principaux fournisseurs des armes à d'autres amis Rameti. C'est quand même assez curieux ça. Docteur Bopa, on souhaiterait vous avancer sur cette question. N'Djamena, on a dit tout à l'heure qu'elle est face à un dilemme, mais moi je dirais face à un labyrinthe. Effectivement, parce que ce grand carrefour où se trouve le Tchad, avec plusieurs routes devant ce pays, on a de la peine à choisir la meilleure route. Est-ce que le Tchad a les moyens de pouvoir tout au moins solutionner cette situation ou alors préserver son territoire? Oui, je suis d'accord avec vous, et notamment avec M. Melingi, que le Tchad est vraiment dans un dilemme. Parce que le pouvoir tchadien est menacé. Mais est-ce que maintenant, vous posez la question, est-ce que le Tchad a les moyens de régler, de solutionner ce problème? C'est difficile à dire. Le Tchad peut essayer, mais compte tenu de la précarité et surtout du nombre de réfugiés qu'il y a sur son territoire, les bons et peut-être les mauvais réfugiés aussi, compte tenu de ces populations qui étaient au Soudan et qui reviennent, comment est-ce que le Tchad pourra trouver les moyens pour régler ce problème-là? Voilà pourquoi j'ai préconisé tout à l'heure que le président Déby, s'il est vraiment dans l'optique de paix, devrait se battre pour faire asseoir ces deux protagonistes. Vraiment, le Tchad n'a pas les moyens. Mais le Tchad peut se faire aider par... Bon, on aura beau décrire l'Union africaine, mais le Tchad peut se faire aider par l'Union africaine. Le Tchad peut se faire aider par des partenaires de bonne foi. Je pense par exemple à la Turquie. C'est vrai que la Turquie a des intérêts au Soudan, mais la Turquie a intérêt que le Soudan soit apaisé pour qu'elle continue de faire son business. Donc, le Tchad n'a pas les moyens, peut-être logistiques, peut-être financiers, mais le Tchad peut avoir des moyens politiques, peut avoir des moyens sociaux. Parce que je l'ai dit tantôt, les deux populations, notamment à l'est du Tchad et à l'ouest du Soudan, les populations sont proches, culturellement, ethniquement. Et ce sera dans l'intérêt du Tchad. Le docteur Poudji a dit que les rébellions, toutes les rébellions qui ont pris le pouvoir au Tchad sont parties du Darfour, c'est vrai. Donc, Idriss Déby a intérêt à ce que la situation se calme au Tchad. Tout à l'heure, je vais un peu faire un rétro-pédalage. Vous avez posé une question d'entrée de jeu. Pourquoi pourquoi le Soudan est abandonné? Pourquoi est-ce que la soi-disant communauté internationale n'agit pas? Mais il n'y a pas mieux que le secrétaire général adjoint de l'ONU, M. Dujardin, pour le dire. Il y a un problème raciste. Si le Tchad s'appelait l'Ukraine, je vous assure que toute l'Union européenne, tous les États américains et même asiatiques auraient volé au secours du Soudan. Si le Soudan s'appelait l'Ukraine. Si aujourd'hui, cette communauté internationale veut, la situation va se calmer au Soudan. Mais si déjà M. Trump envoie les drones bombarder les chefs de Boko Haram et autres, pourquoi pas au Soudan? Donc moi je me dis qu'il y a un problème de racisme. C'est l'Afrique. On n'y peut rien. Voilà pourquoi je suis d'accord avec les panélistes que
c'est nous-mêmes qui devons prendre cette situation de gestion de conflit en main. L'Union africaine a toute une commission chargée de la paix et de la sécurité. L'Union africaine a intérêt vraiment à se bouger parce que on commence à en avoir marre. Il est inadmissible que des pays croulent sous le coup de l'insécurité. Tout à l'heure, on parlait de la RCA. On a le Soudan du Sud. On a les pays du Sahel. L'insécurité gangrène l'Afrique. Il faut vraiment que l'Union africaine fasse tout et tout pour vraiment revenir au devant de la scène. Organiser des médiations. Parce que, pour revenir à votre question, le Tchad ne peut pas gérer ce problème seul, Raoul. Ce n'est pas possible. Le Tchad n'a pas assez de moyens. Et Idriss Déby Itno, son pouvoir est en jeu. S'il s'y mêle trop, les rebelles tchadiens qui sont au Soudan, qui combattent aux côtés des deux, pourront revenir et chercher à prendre le pouvoir au Tchad. Voilà la problématique dans laquelle on se trouve. Où viendra la solution? Peut-être de la médiation. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les moyens qu'il faut déployer? Vraiment, c'est encore très confus aujourd'hui, Raoul. Très bien. Merci beaucoup, docteur Karim Aboubacar Mopar. Il faut dire que c'est une épine désormais au pied des Tchadiens qui doivent absolument rester éveillés pour que la situation ne soit pas renversée en leur défaveur. Effectivement, cette crise au Darfour qui s'étend dans tout le Soudan commence déjà à taper les nerfs de tout le monde. On a 18 minutes pour partir désormais d'ici. On peut ouvrir au standard si vous le souhaitez tous dans ces studios 101. On peut demander à 2 ou 3 de nos téléspectateurs qui souhaitent participer sur la question soudanaise de nous appeler au 694 45 60 38. 694 45 60 38. Le numéro est déjà sur le petit écran. À partir de là, vous aurez accès. Et lorsque vous prenez la parole, je vous en prie, ne vous l'écoutez pas. Arrêtez tout simplement votre volume du poste récepteur. Et après votre intervention, vous pouvez revenir sur le volume pour l'écouter, pour suivre l'émission en direct de ce studio. Yemele Fometio, sur la question quand même des Tchadiens, on a parlé tout à l'heure de l'état costaud du Tchad, qui est très vaste. Mais est-ce que cet état costaud demande également, veut dire avoir également des costauds moyens, parce qu'il y en faut énormément pour tenir la pression qui vient d'ailleurs de l'Est de son pays. C'est assez compliqué ça. Exactement, d'autant plus qu'on sait qu'une grande partie du Tchad est désertique. Il ne faut pas également perdre de vue cet aspect. Presque tout le nord du Tchad, c'est le désert du Sahara. Et le désert n'est pas très propice à l'installation des populations. Donc le contrôle du territoire n'est pas toujours assez aisé. Je vais rebondir également sur l'aspect culturel, parce que au Soudan, il y a la tribu de Idriss Déby, de Mohamed Déby, et les Agawa. Et les Agawa sont en même temps au Tchad et au Soudan. D'ailleurs, quand El-Béchir prend le pouvoir au Soudan en 1989, le Soudan est un terrain d'affrontement entre l'armée gouvernementale et les rebelles. Et les rebelles d'Idriss Déby. Et Idriss Déby est allé jusqu'à... Alors, les appels les prises de position doivent maintenant être très courtes, parce que là, nous avons des appelants déjà qui se bousculent là-bas. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous nous appelez d'où? Écrivez. Merci de nous appeler. Écoutez, nous écoutons maintenant. Oui, j'aimerais savoir. Je savais d'abord tout le famille. Très bien, allez-y. Oui, j'apprécie les noms. Et je voudrais poser une question. Où est passé Riek Machar, ancien rebelle soudanais? Merci. Nous vous écoutons, monsieur. Allez-y. Alors, il est parti. Alors, s'il vous plaît, prenez la peine de leur dire de ne pas se l'écouter. Lorsqu'ils ont déjà pris la parole, ils vont jusqu'au bout, parce que nous les écoutons parfaitement ici. Merci beaucoup. Docteur Yamsi, maintenant. Nous sommes en train d'aller vers la fin de ce programme. Le Tchad, bien qu'étant costaud territorialement, mais est-ce qu'il a ses moyens de pouvoir contenir tout ceci, d'autant plus que l'ONU même est à la recherche de 6 milliards de dollars? Alors, je vais vous répondre avec l'œil d'un livre de relations internationales qu'il dit: il faut des crises. Il faut des crises humanitaires. Il faut des guerres pour que l'ONU renforce ses caisses. Il faut voir comment
S'il n'y a pas une maladie dans une région, il n'y a pas objectivité de mettre un centre de santé ou un hôpital. Si on a créé Etou-Kébé et on a mis un dispositif au centre des handicapés, c'est parce qu'il y avait une recrudescence d'handicapés et d'accidentés au Cameroun. Donc, le Tchad a besoin de sécuriser cette zone pour sa propre survie et sa propre sécurité. C'est-à-dire quoi? Le Tchad est obligé de faire une médiation. Et dans cette médiation, il y a l'œil du regard international. C'est-à-dire quoi? Pourquoi Emeti s'entête-t-il que c'est son tour de gérer le pays? Pourquoi est-ce que Al-Bourhan s'obstine-t-il à rester au pouvoir? Y a-t-il pas une solution de faire sortir ces deux acteurs de leur tanière et de trouver au Soudan une personne qui va impulser une nouvelle ère politique et matérialiser ce que le Soudan doit être sur une nouvelle carte géopolitique? Je le dis à suffisance. Très bien. Docteur, Monsieur Beligui, est-ce que l'Union africaine ne s'offre pas l'occasion aussi d'être un peu utile pour l'Afrique? Mais pour les occasions, l'Union africaine en a à profusion. Mais sauf que l'Union africaine n'a jamais solutionné une situation. Donc, je crois que, comme on l'a dit, moi je pense que la seule solution ici, c'est prévenir normalement des crises de ce genre. Et pour que cela soit fait, il faudrait que les Africains prennent conscience. Voilà la seule chose que moi je puisse dire. Parce que, en réalité, lorsqu'on n'a pas des moyens de subvenir à certains besoins, faut pas normalement les provoquer, ces besoins-là. C'est-à-dire que nous sommes face à des crises dont nous ne pouvons pas gérer. Donc, à ce moment, il ne faudrait donc pas qu'on soit à même de provoquer ces crises-là. C'est-à-dire que si l'Union africaine ne peut pas être opérationnelle, il faudrait que l'Union africaine soit tout au moins capable de gérer les crises, pas de gérer les crises, de prévenir lorsque la situation peut, de prévenir sur des situations éventuelles pour arriver. Est-ce que l'Union africaine n'a pas des négociateurs quand même pour des situations pareilles? Parce que là, il s'agit maintenant des individus qui savent s'y prendre, qui savent négocier, qui savent parler aux belligérants et apporter de l'apaisement là où il faut. Est-ce que l'Union africaine n'a pas ce type de personnes? Ouais, ben, ils vont vous dire qu'ils ont des personnes aguerries qui ont été formées ici, ont été formées là. Mais je veux dire, sur le plan opérationnel, on ne voit pas. Parce que si c'était le cas, on n'aurait pas cette crise avec le M23 qui est perdu. Et puis, la situation du Soudan, c'est depuis le Darfour. C'est-à-dire que ça fait combien d'années aujourd'hui que cette situation c'est-à-dire que pour qu'on arrive à la scission normalement du Soudan, cela nous a pris combien de temps? Mais lorsqu'une crise est déclenchée, on n'a jamais compté sur l'Union africaine. Moi, je pense plutôt que normalement, si nous pouvons compter sur quelqu'un ou alors sur quelque chose, il faut plutôt compter ceux qui nous abandonnent aujourd'hui. Parce qu'eux, au moins, sont capables de taper sur les doigts de ceux qui alimentent ces crises-là. C'est-à-dire, en l'occurrence, les Émirats arabes unis qui fournissent les armes. Vous croyez que si ceux-là avaient vraiment pris sur eux d'endiguer cette crise, ils auraient tapé sur leurs doigts qu'on ne serait plus là aujourd'hui? Moi, je crois que ce n'est qu'à ce niveau. Mais parlant de l'Union africaine qui n'a pas de moyens. Alors, prenons cet appel-là. Monsieur, bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Batchenga. Depuis Batchenga. Nous vous écoutons, monsieur. Oui, depuis Batchenga. Oui, je suis un grand auditeur de l'État TV. Oui. Et donc, je suis en train de suivre votre émission qui passe actuellement. Je dis déjà au présentateur et à monsieur qui est derrière là, il est assis, c'est quelqu'un qui est bien. Et donc, je voulais juste poser cette question. J'ai entendu parler du Soudan, des deux Soudans d'ailleurs, tout ce qui s'y passe. Et est-ce que ce problème ne ressemble pas étrangement à celui du Cameroun? La situation que nous vivons, vous le savez, je n'ai pas besoin de détailler tout ça. Donc, je félicite le présentateur de cette émission-là. C'est d'ailleurs quelqu'un que je suis chaque fois. Je lui dis merci et bonne fête aussi, en passant. Merci beaucoup, monsieur, pour cette marque de fidélité. Alors, c'est une question. Est-ce que la situation au Soudan ne ressemble-t-elle pas à celle du Cameroun? Chacun peut-être 2 minutes pour répondre à cette question. On commence par vous, Yébele. Est-ce qu'elle ressemble à la situation du Cameroun?
Je ne pense pas. Les deux situations ne se ressemblent pas. Vous ne pensez pas qu'elles ressemblent? Au Cameroun, au Cameroun, il n'y a pas une lutte pour le pouvoir central. Or, au Soudan, la lutte qui se mène pour le pouvoir central, les deux situations ne se ressemblent pas. Ça, c'est mon point de vue. D'autres pourront donner pour eux de point de vue. Mais avant, je vais revenir quand même sur un élément, avant de passer la parole. Tout ce qui se passe en Afrique actuellement, c'est parce que nous, le peuple africain, on n'est pas assez organisé pour reposer sur le peuple. Il n'y a que le peuple qui est capable d'anticiper sur ce genre de situation. Vous n'êtes pas en train de répondre à la question déjà. J'ai déjà répondu à la question. Docteur Yamsi, est-ce que la situation ressemble à celle du Cameroun? Non. Celle qui est vécue de l'autre côté. Le Cameroun n'est pas un État militaire. Là-bas, c'est un État militaire. C'est-à-dire les pays en Afrique sont les États militaires, vous les connaissez. Le Cameroun, c'est un État démocratique où les gens vont aux élections, acceptent le résultat des urnes, et les institutions sont civiles au Cameroun. Or, à la différence que le Tchad et le Soudan sont des États militaires, les institutions sont militaires. Il y a des ministres militaires nommés au Tchad, au Soudan, au Cameroun, il n'y a pas de ministre militaire. Donc vous voyez cette différence et cette configuration. Au Cameroun, nous avions des revendications politiques fondées sur des bases d'un syndicalisme. Mais malheureusement, que certains de nos frères ont eu l'indélicatesse d'utiliser des armes par moment et par endroit pour faire entendre leurs revendications. Donc ça veut dire que la situation n'est pas du tout celle du Cameroun, c'est tout à fait différent. On a encore notre appelant de ce côté, on peut le prendre maintenant. Il est là? Ok, on nous apprend qu'il est parti déjà. Docteur Bopa, peut-être en 2 minutes, on est déjà en train de sortir. Un téléspectateur nous a appelé tout à l'heure pour demander si la situation était pareille avec celle du Cameroun. Vous avez un mot à dire là-dessus? C'est une question importante et amusante. Non, la situation n'est pas pareille. Je crois qu'il fait référence à Soudan du Nord et Soudan du Sud. Le Soudan du Sud a été créé par les États-Unis d'Amérique. Parce que incapable de gérer Permettez-moi de tout vous couper, je prends cet appel, je vous reviens. Tout le pétrole. Monsieur, ils bonjour. ont créé le Soudan du Sud. Non, la situation n'est pas pareille, heureusement. La situation n'est pas pareille, heureusement. Très bien, merci beaucoup. Le Soudan, je ne pense pas qu'il y aura un Cameroun du Sud et un Cameroun du Nord. Vous nous appelez d'où, monsieur? Bonjour. Oui, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis ici. Très bien, nous vous écoutons. Voilà, déjà, j'ai bien, vous savez, ce que vous faites. À vous et à vos bandits. Voilà, je voudrais préciser quelque chose. Faire en sorte quelque chose d'africain. Tant que l'Afrique va compter sur l'Union africaine pour arranger ses problèmes, il n'y aura jamais de solution. Tant que l'Afrique va compter sur l'Union africaine, lui, il y a les trucs qui là pour arranger ses problèmes, il n'y aura jamais de solution. Toute guerre qui est en Afrique, pour contacter, c'est une guerre d'intérêt. Voilà. Le Soudan est en guerre depuis bientôt 2 ans. Je vous pose une question, vous qui êtes le plateau. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici? Nous sommes en train de parler sur un plateau pour trouver une solution où les gens même ne n'arrivent pas à trouver une solution pour leurs propres problèmes. Seuls les Soudanais pourront trouver la solution à leurs problèmes. Quand Béchir était au pouvoir, Béchir travaillait pour le peuple. On a enlevé Béchir, les Européens l'ont qualifié de dictateur, de ceci, de cela. On l'a mis tout à nu. Béchir a quitté le pouvoir. Qu'est-ce que le Soudan est devenu aujourd'hui? L'Union européenne a une seule mission, détruire tous les panafricanistes, détruire tous ceux-là qui travaillent pour le bien de l'Afrique, s'aimer des guerres pour leur propre intérêt. Alors, je tiens à vous rappeler que tant que les Africains vont voter sur l'Union africaine, sur l'ONU ou sur l'Union européenne pour avancer leurs problèmes, ils n'auront jamais de solution. Merci, j'avais assisté. Merci, monsieur, pour votre vive contribution ce matin. Monsieur Benguir, réaction peut-être? Oui, bon, je voulais dire au monsieur qui a voulu faire la comparaison entre la situation du Soudan et du Cameroun, qui n'en est rien du tout. C'est-à-dire qu'au Cameroun, la configuration n'est même pas pareille. Parce que au Cameroun, s'il veut faire allusion aux
au nord et au sud-ouest. Déjà, il n'y a pas de leader affirmé de ce côté. C'est-à-dire pour dire que c'est moi qui veux le pouvoir ou alors c'est moi qui demande la cession du Cameroun. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a aucun interlocuteur. C'est-à-dire que de ce côté-là. Donc, et puis là, les choses ne se passent pas de la même manière. C'est pas une lutte armée. Sur le plan large. C'est-à-dire que, là-bas, c'est c'est vraiment deux fronts. C'est deux personnes qui s'affrontent de manière brutale et peu équilibrée. Donc je pense que là ce sont les escarmouches. Or là-bas c'est une guerre qui est déclarée. Je pense que c'est pas bien différent. Il y a le formature. Oui, justement, celui qui vient d'intervenir a parfaitement raison. Sur tous nos problèmes, c'est le peuple qui doit s'organiser pour pouvoir trouver des solutions. Et nous ne devons pas perdre aussi l'aspect racial. Et il y a le docteur qui a parlé de l'aspect racial. L'aspect racial est très important. Tant que nous, les Noirs, nous ne comprenons pas que nous devons nous souder, on ne parviendra jamais à avancer dans ce monde-ci. Et le peuple doit comprendre que les Africains, des crises vont arriver. Avec les tensions qui sont en train d'arriver, l'Afrique va plonger dans des crises. Et pour cela, les Africains doivent être capables d'anticiper, de mettre sur pied des organisations d'avant-garde. Parce que sans les organisations d'avant-garde solides, on ne pourra jamais anticiper sur ces crises. Il a dit que c'est aux Soudanais de pouvoir résoudre leurs problèmes. Oui, normalement, c'est aux Soudanais. Si les Soudanais sont assez organisés... Alors, prenons cet appel-là. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Bangladesh. Merci, nous vous écoutons. Oui, c'est par rapport à la ministère sur la récemment, par exemple, le Cameroun, on pouvait des problèmes aussi d'attitude et du pendant que le méfiant du gouvernement de campagne à lecture des choses qui dans notre État sont déjà c'est ce que nous avons déjà. On continue toujours à manière officielle de là. Nous pensons que nous, dans notre pays, nous sommes nos amis nous demandons de faire les filles pour cette étude de et la géopolitique qui est aujourd'hui internationale. Merci beaucoup, messieurs, pour cet appel. Et nous allons clore définitivement les appels. Les 5 minutes qui nous restent nous permettent de conclure dans ces studios. On commence avec vous, docteur Bopa. En 1 minute, je vous en prie, en guise de conclusion. Je ne serai pas long, Raoul. Je ne serai pas long. Le problème du Soudan pose la question de la gestion de l'après par les dirigeants africains. Il faut que nos dirigeants pensent à l'après, après moi. Comment sera mon pays? Conséquence, il faut qu'ils taisent un peu leur égoïsme et pensent vraiment à l'avenir du pays. Il faut que nos dirigeants apprennent cela. C'est important de mettre sur pied des institutions fortes, des institutions qui vont permettre la continuité de l'État, un peu comme l'a fait le Ghana aujourd'hui. Très bien. Ce qui arrive au Soudan, c'est la conséquence de la mauvaise gestion de l'après. C'est vrai qu'il y avait un coup d'État, mais Béchir, depuis tout ce temps, aurait dû penser vraiment à cela. Donc on doit réfléchir dans ce sens-là. Nos dirigeants doivent se battre pour cela. Penser plus au pays qu'à eux-mêmes. Merci beaucoup, docteur Karim Aboubakar Bopa. Monsieur Désiré Malingir, à 1 minute, on sort de ce programme. Oui, justement, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tantôt, vous savez, les problèmes des Africains naissent normalement de l'incompréhension l'incompréhension de nos sociétés. C'est-à-dire que on se retrouve dans des sociétés où nous avons perdu les repères. C'est-à-dire qu'avant, l'Africain regardait son frère comme étant vraiment ce frère-là. Mais à un moment, on est devenu dans une culture, nous avons adopté une culture occidentale, plus la nôtre, nous sommes dans une société hybride, où nous prenons des valeurs qui ne sont pas les nôtres, ça veut dire le pouvoir, qui ne sont pas les nôtres. L'Africain, normalement, avait une autre manière de gérer ces crises, ça veut dire s'asseoir, c'est-à-dire que sous l'arbre et puis trouver des solutions. L'arbre à palabre. Ouais, l'arbre à palabre. Or, aujourd'hui, ça se passe plus comme ça. Lorsqu'on a le pouvoir, on veut le garder. Les gens sont allés étudier la science politique pour prendre le mauvais côté. Ça veut dire que
Là, c'est-à-dire quand on vous dit, même lorsqu'on est dans les débats politiques, on vous dit la politique c'est d'avoir le pouvoir et de le conserver par tous les moyens. Il y a l'informature à 10 minutes, je vous en prie. Ok, je vais sortir juste par cette pensée de Frantz Fanon qui avait dit politiser les masses, ce n'est pas tenir un discours politique, c'est s'acharner à faire comprendre aux masses que tout dépend d'elles. Que si nous avançons, c'est à cause d'elles et que si nous reculons, c'est à cause d'elles. Donc le peuple africain doit comprendre que si nous sommes à la situation où nous sommes, c'est à cause de ce peuple. Et si nous avançons, c'est à cause de l'effort de ce peuple qui va nous permettre d'avancer. Donc les leaders politiques, nous les leaders politiques, et j'invite d'autres leaders politiques comme nous à intensifier la formation politique de notre peuple, élever le niveau de compréhension de notre peuple pour que demain notre continent soit grand dans le monde. Merci beaucoup. Docteur Yamsi, on sort par vous à 2 minutes. Oui. Marc Tambo, ancien directeur de l'UNESCO Zone Afrique, disait c'est dans les têtes que naissent les guerres et c'est dans ces têtes que doivent finir les guerres. Le combat doit être l'idéologie, le combat doit être les idées, le combat doit être la satisfaction du peuple africain, le combat ne doit pas être les armes. Très bien. Que peut donc le Tchad dans l'assouplissement de la crise au Soudan? Nous avons mené la réflexion tout en nous questionnant pourquoi c'est le Soudan. Merci de nous avoir suivis d'ailleurs ce matin dans le cadre de notre festin panafricain. Nous étions ce vendredi 26 décembre l'an des grâces 2026. Nous prenons rendez-vous en 2026. J'ai même déjà dit 2026. Nous sommes encore en 2025. Nous prenons rendez-vous en 2026, certainement dans un autre format qui vous sera d'ailleurs décliné le moment venu. Merci de faire confiance à Dash TV. Yemele Formutio, vous avez été présent. Homme politique historien, président de l'Ibara, c'est un parti politique proche d'ailleurs du panafricanisme. Docteur Yamsi Pouli, universitaire en politique, était également parmi nous. Désiré Melingui, analyste politique, observateur en politique nous aussi. Docteur Karim Aboubakar Aboka, universitaire, géopoliticien depuis l'Arabie Saoudite. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir notre ami, le docteur Irénée Gignem, universitaire, membre de l'association Racine pour le lien du continent et de cette diaspora depuis la Guadeloupe. Ça sera probablement pour une autre fois. Merci de nous avoir suivis. On va dire excellente journée, surtout très bonne fête de Noël et de bonne année par anticipation. Nous nous retrouverons d'ici très bientôt. Merci à Ayoub David et toute l'équipe technique, mise à musique d'ailleurs ce matin pour ce programme. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.